Messieurs, mesdames, je vous remercie d'être venus en nombre ce soir. Je suis fier de représenter l'Alliance rurale que je défends avec ardeur. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je m'expose complètement. Bienvenue à nos candidats, bienvenue à mon président Jean-Christophe et à monsieur le maire Bernard Hénault qui nous a énormément rendu service dans cette salle, qui vous accueille ce soir. Pour ce faire, l'Alliance rurale est une cause que l'on défend tous pour la même. Je pense qu'on pense tous la même chose à ce sujet. L'Europe, on a besoin de gens qui se battent, qui nous défendent et qui défendent nos valeurs. C'est pour cela que, il y a quelque temps, avec mon petit-fils, vous avez tous des petits-enfants, j'ai eu l'occasion de parrainer à la chasse à compagnie. Et ce petit dernier que j'adore, évidemment, comme tous, si vous avez des petits-enfants, m'a dit à la fin de la journée, tu sais, papa, je viens de passer un moment extraordinaire et je me rappellerai toute ma vie. Et quand je chasserai, je penserai à toi. Et là, je me suis dit, il faut faire quelque chose parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse chasser toute sa vie. Donc il faut se battre, il faut convaincre, il faut aller jusqu'au bout. Et je vous conseille, et je vous invite tous à nous rejoindre. Je vais faire des équipes de collage, je vais faire des équipes de distributeurs de tracts. Vous avez tous mon numéro de téléphone, si vous ne l'avez pas, je suis à votre disposition. On va organiser des équipes, on va se battre. Il faut absolument que dans le Calvados, y compris dans la Manche et dans l'Orne, avec nos voisins qui sont ici présents ce soir, et y compris la Seine-Maritime d'ailleurs, que nous gagnions. Il faut se battre, il faut passer les étapes, il ne faut pas s'occuper des sondages. Battez-vous, réalisons notre rêve, mettons oui les gens à l'Europe, ainsi que leurs compagnons de route. Je compte sur vous tous et je passe la parole à monsieur le maire. Monsieur Paul-Marie, le président du Xipito, et monsieur Charles-Henri Bachelier, le directeur de campagne. Bienvenue. Je suis content de vous accueillir à Fontaine-et-Toutefour. C'est une ville encore à caractère rural, on pourrait même dire une commune, qui avoisine les 3000 habitants et d'où nous défendons les intérêts ruraux. J'en suis un ardent défenseur. Donc, bienvenue à Fontaine-et-Toutefour, mesdames et messieurs, pour cette réunion électorale sur les Européennes. Et je vous accueille avec plaisir dans un esprit profondément rural et avec une satisfaction d'engagement de personnes pour défendre cette fameuse ruralité et saluer le courage qu'ils ont de pouvoir aller en candidat aux élections européennes. C'est pas facile. Moi j'espère qu'en tout cas, ils auront un pourcentage qui, dans un premier temps, pourrait leur permettre d'avoir un remboursement de campagne. Et si possible, la cerise sur le gâteau, ce serait qu'on ait des représentants au niveau européen, mais pour ça, il faut dépasser le cap des 5%. Donc, je n'irai pas plus loin. Vous savez, les élus, les agriculteurs, les patrons pêcheurs, les gens aussi qui pratiquent un loisir dans le milieu rural, on sait très bien que la création des normes, qui de plus en plus matraquent tout, et on se demande pourquoi d'ailleurs par moment. Moi, toujours, j'avais entendu dire que le bon sens paysan, c'était une des premières qualités. Aujourd'hui, je dirais qu'avec toutes ces transformations, ce serait plutôt les paysans qui deviendraient insensés, j'y crois pas beaucoup. Donc, je vais laisser la parole aux candidats, parce qu'ils vont être bien mieux que moi pour défendre les arguments, et j'espère qu'ils sauront vous mettre dans l'esprit de les accompagner. Alors, exploiter la ruralité, c'est bien. En profiter pour ses loisirs, c'est bien aussi. La défendre, c'est mieux. Et voter pour avoir des représentants, ce serait extraordinaire. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui,
Vous êtes très nombreux ce soir. Merci beaucoup. C'était important d'être présent pour soutenir les candidats à l'européenne. Merci d'être tous présents. Il s'agit du premier stade. Vous avez marqué un essai. Maintenant, il faut transformer. Transformer, ça veut dire quoi? Il va falloir aller plus loin. Il va falloir faire des affichages, il va falloir porter la bonne parole dans toutes les communes. Il faut que vous soyez tous des ambassadeurs. Voilà ce que j'aime à vous dire. Merci du fond du cœur que vous soyez tous présents ce soir si nombreux. Je vais donc donner la parole aux candidats. Donc, M. Burel, si vous voulez bien venir par là, de façon à vous exprimer. Bon, et c'est une première. Je ne savais pas qu'un jour je ferais un discours politique, mais je suis vraiment content de le faire. Parce que c'est pas absolument. Déjà, merci à tous d'être là si nombreux. Je le répète, on était hier dans la Manche. On a passé un bon moment, il y avait beaucoup de monde, il y avait une vraie envie, et en fait, on se retrouve ici en Calvados, c'est pas grave, mais c'est pareil. Il y a des jeunes, des moins jeunes, c'est varié, et ça fait plaisir, et surtout, ce que je répète, je l'ai dit hier, c'est un vrai carburant pour les candidats et pour ceux qui les accompagnent. Je vais essayer de ne pas être très long parce que vous venez pour mes deux voisins, mais j'avais quand même quelques trucs à vous dire. Alors j'ai fait, pour une fois j'ai fait un texte, ça peut vite de partir dans tous les sens. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Burel, j'ai 49 ans, je suis fils d'agriculteur, je suis très attaché à la terre. La terre c'est, d'ailleurs quand j'en parle, j'en parle avec émotion, c'est un lien, malheureusement je ne suis pas agriculteur, les fermes étaient trop petites, on pouvait pas la couper en 4. Mais j'y suis resté très attaché. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis entrepreneur, j'habite en Seine-Maritime, j'ai passé quelques années à Paris, et avant, je suis resté assez longtemps en Afrique, pour ma passion qui est la chasse. La chasse, elle me coule dans le sang depuis que je suis né. Et quand l'équipe de Willy m'a demandé est-ce que JB, tu voudrais donner un coup de main et accompagner la campagne, accompagner cet élan, je vais être transparent avec vous, j'ai temporisé 2 minutes, au fond de moi-même, j'étais hyper content, mais vraiment content qu'on propose ça, parce que ce combat, ces valeurs qui sont les nôtres, voilà, moi je suis prêt à y aller, j'ai pas fait la mijaurée, je suis vraiment allé, et je suis plus que motivé par cette expérience. Motivé pourquoi? Pour montrer que je suis attaché à ces valeurs, motivé et fier de les montrer et de les exposer. Et donc j'ai envie d'en croquer, j'ai envie d'accompagner cette campagne, pardon, j'ai envie d'accompagner Willy, de mieux connaître Jean, et puis d'aller essayer de prêcher la bonne parole et de convaincre les gens, de leur dire que voilà, effectivement, on est en 2024, il y a des choses graves qui se passent pour nous. Nous, on est attaché à ces valeurs, mais on est attaché à des valeurs, et une tradition, mais tout en étant tourné vers l'avenir. On ne parle plus à regarder dans notre rétroviseur. Mais on veut, et c'est ça le plus important, on veut être écouté par des gens qui, à Paris d'abord, et à Bruxelles ensuite, commandent des choses, dirigent des choses, sans savoir ce qui se passe réellement dans notre pays. Donc pour toutes ces raisons, alors je vous passe effectivement les normes européennes, directives qui peuvent être pondues tous les jours, et Willy sera à même de vous expliquer tout ça tout à l'heure, parce que bon, je me suis fait tout le temps avec le plus par cœur, j'ai une passion, mais effectivement, cette petite musique de directive, de commission qui dirige nos vies aujourd'hui, ça commence à bien faire. Alors, il y a une autre petite musique aussi qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la notion qui passe, comme ça, de façon subjective, de bien-être animal. Vous y en parlera aussi mieux que moi, mais il faut vraiment, alors si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus, vous êtes comme moi, il faut vraiment que nous allions voir nos voisins, nos cousins, au boulot, essayer de convaincre les gens pour leur expliquer que le monde de demain, le monde de nos enfants, si on ne s'en occupe pas, des gens vont le faire à notre place, des énormes lobbies pour qui un gabion, pour qui un chien à l'arrêt sur une casse, ça ne représente rien, alors que pour nous c'est tout. Donc tout ça, il faut effectivement en prendre conscience et faire en sorte que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et surtout, ça a marqué aussi, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'accompagne et je fais ce que je peux pour la campagne. J'entends des gens qui aujourd'hui nous dirigent. Alors, j'ai écouté ça la semaine dernière, j'entends Glucksmann, du PS, qui disait qu'il se sentait mieux à Berlin ou à New York que dans les plaines picardes. Je dis,
majorité, parce que quand même, il est là pour diriger, semble-t-il, la France, ou du moins il essaie. Et puis, et ça aussi, c'est vachement important. Parce que, évidemment, on est tous conscients, le 9 juin, on nous parle, et il est possible que ça se passe à raz-de-marée RN. Alors, au RN, moi je suis transparent, je suis patriote, je suis chrétien, je suis engagé, il y a des choses qui ne me gênent pas du tout. Mais par contre, il y a des choses qui me gênent. Et quand Bardella dit qu'il manque, ou il devrait y avoir plus du mot Clément aujourd'hui en France, ça me gêne. Ça me gêne. Et ça, ce message, vous qui êtes chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, amoureux de la nature, éleveurs, agriculteurs, ça il faut en être conscient. Parce que tous ces gens-là ont la volonté d'un espèce de nivellement par le bas, et surtout nivellement de notre identité, de notre culture. Donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis engagé, et que je vais essayer de mouiller ma chemise, et que je vous encourage tous, le 9 juin, à aller voter. Moi je pense qu'à priori, si vous dites ça, c'est que vous allez peut-être voter Alliance Morale quand même, mais en tout cas, à faire voter Alliance Morale, voilà, c'était rapide, j'ai jeté à cœur en disant vive la ruralité, et j'ai pas peur de le dire, vive la France. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis Paul Marie, je suis président d'une association de chasseurs aux oiseaux migrateurs du Calvados. Donc voilà, on soutient aujourd'hui avec toute l'équipe ici présente. L'idée est vraiment d'apporter au niveau du Calvados le soutien des chasseurs de gibier d'eau, des chasseurs d'oiseaux migrateurs, et comme disait Jean-Baptiste, que nos amis, notre famille, nos voisins, on puisse leur expliquer ce qu'il en est aujourd'hui au niveau de l'Europe et la démarche de l'Alliance Morale. Voilà. Bonne soirée à tous. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir dans ce merveilleux département qu'est le Calvados, riche en tradition. Je tiens tout de suite à remercier les gens extraordinaires qui m'ont initié. Il est là-bas mon parrain. Salut parrain. Salut le grand maître. À la confrérie de la Tripaille. Voilà, la Tripière. Alors je découvre, mais les tripes de la botte de camp, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ils l'avaient compris, ils nous ont fait de bonheur avec Jean et on a passé un moment extraordinaire. Bon, vous avez remarqué, mais on savait déjà, question bouffe et boisson, vous n'êtes pas des grands chevaux. Ça, j'avais bien compris. Je l'avais très bien compris dans la Manche hier, d'ailleurs, chez mon ami David Guérin. On a passé un extraordinaire moment, tardif, il faut le dire. Voilà, on était un peu fatigués, mais c'était pas du tout ce que les mauvaises dents disent, parce qu'on tourne énormément et que ça avait passé une certaine heure, fallait qu'on aille au niveau, c'est bien dit quand même. Non, il y avait un concours de promo hier soir, et je peux vous dire que la campagne, c'est pas facile. Et puis écoute, le mien, il est meilleur que le sien. Il y a un moment, les gens, il ne faut pas vexer les gens. Donc on a fait des efforts, mais ça nous a coûté un peu. Donc on a quand même démarré ce matin avec 2 heures de retard, mais enfin après on s'est rattrapé, ça a été. Et puis tout le monde a compris, et tous les gens étaient formidables. Merci aux gens d'être là ce soir. Charles Bachelier, notre directeur de campagne, voilà l'homme de l'ombre qui s'arrache le peu de cheveux qui lui reste. J'ai vu qu'il s'éclaircissait un peu d'air. Et mon ami de 20 ans avec son épouse qui est là et qui font un travail extraordinaire. Et puis après, voilà, on a toute une série de bracos locaux, M. Burel, M. Marie, c'est formidable, hein, mais voilà, qui ont des passions dépendantes. Monsieur le maire, dans votre commune, évidemment, ça c'est très important. Merci pour votre accueil. Voilà, il n'y a pas beaucoup de maires qui l'ont fait comme vous l'avez fait, qui êtes présents, qui venaient ici à cette tribune, voilà, vous avez fait des facilités, effectivement, pour être là ce soir chez vous, et sincèrement, merci du fond du cœur. Nous sommes une toute petite liste, vous le savez, avec des petits moyens. Donc un maire qui nous prend en considération, je vous jure que ça fait plaisir et ça nous fait du bien. Le célèbre Jean-Christophe Alloué, le patron des chasseurs locaux, il est très présent autour de nous, il nous aide énormément. Et puis alors là, le non moins célèbre, Jackie, qui nous a fait une journée extraordinaire, à la base même de tout ce qui s'est passé dans cette journée. Voilà.
tous ces moments sympathiques, ces cadeaux, cette intronisation, voilà. Bon, un grand merci pour tout ce que tu as fait, c'est un moment formidable. Et puis, bien sûr, je vais dire à mon vieux copain, mais franchement, on se connaît pas depuis longtemps, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde. Alors évidemment, si je dis que j'ai marché avec toi les 6 000 km pour faire le tour de la France, les gens ne me croiraient pas, ils auraient raison. Mais j'ai l'impression que notre amitié déjà est là depuis longtemps. Il n'a pas fallu qu'on se parle beaucoup, tu reviendras tout à l'heure, pour qu'on se comprenne et qu'on ait la même vision des choses. On avait envie tous les deux de faire quelque chose, ce monde rural, on avait envie de mener ce combat. On avait autour de gens, tous ces gens qui ressentaient, voilà, entre colère, énervement, agacement, ou des fois résignation, ce qui est encore pire. On avait cette envie tous les deux, on s'y associait dans cette démarche et on a décidé d'y aller. Voilà, on a les valeurs communes sur ce socle rural et c'est un vrai plaisir, Jean. Je le dis tous les soirs, mais je le redis encore ici pour nos amis du Calvados. Merci pour ton amitié, merci pour ce que tu fais. Voilà, c'est un grand honneur, une grande fierté pour moi et un grand plaisir de traverser cette France avec toi et de passer ces moments extraordinaires de complicité, de discussion, de passion, effectivement, autour de cet amour immodéré de la France, de ces terroirs, de ces passions, de ces identités culturelles, comme on dit. Merci de mettre tout ton cœur dans cette campagne qui va être difficile, qui va être longue, je le sais, mais on aura tout donné pour y réussir, on aura tout donné pour les gens qui sont là. Merci pour tout ce que tu fais, Jean. Bien sûr à nos sonneurs, et puis merci. Alors il y a un petit garçon avec sa maman, j'imagine tout à l'heure qu'il y avait un corps de chasse autour du cou, c'était tellement vite, qui m'a apporté ses brins de muguet. Il est là-bas? Là. Il est là, oui, voilà. Alors je n'ai pas demandé son prénom, c'est comment? Il s'appelle Mathis. Mathis, merci beaucoup. Je t'ai dit merci, je t'ai fait un petit vidéo, je n'avais pas demandé mon prénom. Donc merci. Alors tu sais que pour quelqu'un qui, vous voulez tous rigoler, je le sais bien, mais mon métier c'est fleuriste. Oui, je sais, d'accord. Bon, je m'en doutais. Hein. Et tout le monde, des fois c'est marrant d'ailleurs, dans les yeux, mais on va dire de nos ennemis idéologiques, dans l'écologie la plus primitive qui soit, quand le mec en face, tous les chasseurs, voilà, il doit être dans le sang, il doit être dans le fleuriste. Oh, oui, je suis quelqu'un de très fin, très poète, vous n'avez pas compris. Donc ça me touche beaucoup parce que, voilà, si j'étais pas en campagne et si je faisais pas tout ça, je devrais m'occuper de mon muguet, mais tu m'as mis une petite touche de bonheur ce soir. Donc merci Mathis, merci à sa maman également. C'est un petit geste qui me touche énormément. Voilà mes amis, je vous ai préparé un petit discours, ce qui n'est pas tous les jours, mais je sentais que vous allez être nombreux, il ne faut pas qu'on oublie les choses. Mes amis, le temps n'est plus à la nuance ni au politiquement correct quand je vois ce que les technocrates européens veulent faire de nous. Si l'écologie est une préoccupation commune à chacun d'entre nous, qui aimons passionnément, effectivement, notre terroir, l'écologie politique, aujourd'hui, je vous dis franchement, elle ne sert strictement à rien. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux. J'ai fait un discours croisé, un débat croisé, on va dire même, avec Marine Tondelier il n'y a pas si longtemps que ça, pour le journal Le Point, vous l'avez peut-être lu. Et puis à la fin, la Marine, quand elle en avait marre de répondre et qu'elle avait plus tellement de solutions et plus d'arguments, elle m'a dit, de toute façon, vous pouvez supprimer tous les écologistes qu'il y a dans le monde, vous aurez toujours autant de problèmes. Super. Je ne peux que me féliciter de ce soupçon de lucidité des élus écologistes qui reconnaissent dans le fond d'avoir aucune solution pour régler les problèmes de la nature. Remarquez, vous allez me dire, c'est pas la peine de faire un débat pour s'en rendre compte. Mais la lucidité politique est parfois de courte durée, car ces mêmes écologistes affirment sans aucun complexe que la solution à la crise agricole que nous connaissons actuellement viendra de l'écologie politique. Personnellement, comme les agriculteurs, tous les ruraux et une écrasante majorité des Français, nous savons dorénavant qu'en fait ils sont le problème et sûrement pas une solution. Interdiction à foison et normes environnementales à profusion, nous sommes sûrement des choses, les pyromanes de l'écologie ne seront jamais les pompiers de l'agriculture, ni du rural. Loin s'en faut. Manquerait plus qu'ils rajoutent que c'est grâce à eux qu'on va encore à la chasse, à la pêche, à la corrida ou au concours hippique. Lorsqu'on est, mes amis, dans une crise du pouvoir d'achat comme celle qu'on connaît actuellement, je peux vous dire que chaque norme environnementale supplémentaire, chaque nouvel interdit impacte fortement le portefeuille des Français et sont autant d'humiliation, je veux dire, parce que c'est le terme qui me vient, humiliation qui fracture notre société en surchauffe. Oui, mes amis, l'écologie punitive coûte très cher. L'écologie positive, c'est celle qu'on voudrait, mais l'écologie punitive coûte très très cher.
Je tiens d'ailleurs tout de suite à remercier le monde agricole. Dans ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je veux dire, il s'est passé beaucoup de choses autour de cette crise agricole. Il y a quelque chose qui est assez incroyable pour nous, c'est que dénoncer effectivement les abus d'une écologie punitive, c'était quelque chose qui était quasiment impossible. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, sur un média quelque part. On commence enfin, ce que je nommerais à lever l'opprobre. C'est-à-dire qu'on commence enfin à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on peut remercier effectivement l'agricole d'avoir à un moment eu le courage de se lever et de dire stop. Voilà, au niveau européen, il faut arrêter de mettre l'écologie devant tout, au détriment d'ailleurs des Français et des Européens en général. Et je pense aussi, bien sûr, et vous l'avez tous vu, aux dérives écologiques et idéologiques de certaines ONG et associations qui fabriquent, et vous l'avez vu, au nom de la sauvegarde de la planète, des délinquants violents qui sont fiers d'être en garde à vue après avoir blessé les forces de l'ordre ou même détruit, effectivement, et ravagé les cultures agricoles. Le milieu en a fait les frais, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, vous l'avez vu. Ces groupuscules ou collectifs d'individus qui ne représentent qu'eux-mêmes ne soulèvent pas grand-chose, je vais vous le dire en termes d'idées, mais partent du principe, et c'est ça le plus grave en fond, que la violence est le seul moyen de faire entendre, effectivement, de se faire entendre, et au nom de la planète, on a dorénavant tous les droits. Et ça s'applique dans toutes nos vies d'un bout à l'autre. Vous avez même des activistes aujourd'hui qui s'attaquent effectivement à des œuvres d'art avec un bol de soupe. Vous avez vu qu'au nom de l'alimentation plus saine, on avait arrosé la Joconde avec un bol de soupe, j'espère au moins que la soupe était bio, la pauvre. Psychologiquement, j'ai légitimement cette sensation désagréable qu'on nous fait porter systématiquement, nous aux ruraux, la responsabilité de tout ce qui ne va pas sur la planète. Et on a beau changer de chaîne, de fréquence, on se croirait revenu au temps de l'ORTF, il n'y a plus qu'un seul message. Tout ce qui ne va pas sur la planète, c'est de ma faute, c'est de votre faute. C'est de ma faute, bien évidemment, comme beaucoup de gens ici, parce que j'ai une voiture thermique ou une moto thermique avec laquelle je roule. Forcément, c'est pour être sûr de promet avec les voitures écologiques qu'on va réussir en campagne à rouler du matin jusqu'au soir. Ma femme a eu la mauvaise idée d'en acheter une, ça fait 3 fois que je la dépanne, en l'espace de 2 mois, j'ai compris, tu peux juste rouler. Ah oui, c'est vrai, c'est marqué 320 km, mais à 30 km/h. Parce que dès que vous accélérez un peu, prenez pas l'autoroute, c'est hyper dangereux. Bon, mais c'est la vérité. C'est encore plus de ma faute si j'ai malheur de prendre un avion. Vous voyez quand même qu'aujourd'hui, l'Europe réfléchit à quantifier le nombre de vols en avion dans nos vies. Sauf, bien sûr, si vous appelez Marine Tourdelier, vous allez en Guyane, je justifie, je vais voir un arbre pousser tous les ans. Oh, elle est bonne celle-là. Ah, je peux la faire aussi. Donc vous avez bien compris, quand il faut partir en vacances maintenant, si vous voulez vraiment être écolo, je ne vais pas en vacances, vous allez en vacances? Ah non, je vais voir un arbre pousser au bout du monde. Ça marche tous les jours. C'est de ma faute, bien sûr. Pourquoi? Parce que je brûle du bois dans ma cheminée. Ou parce qu'effectivement, je mets du charbon de bois dans ma barbecue. Vous voyez qu'on parle d'interdire de plus en plus les cheminées, le feu de bois, bien sûr, et les barbecues, à cause des soi-disant particules fines. Mais le barbecue, c'est uniquement ma faute personnellement, parce que je n'arrive pas à franchir ce cap. Et c'est dur, j'essaie pourtant de la déconstruction masculine, comme me le demande Sandrine Rousseau, pour mettre fin à cet excès de virilité dominicale en me battant comme je peux pour ne pas brûler mes 4 merguez et mes 2 côtelettes de dimanche midi. Et ça, on en a entendu beaucoup parler. Évidemment, c'est de ma faute aussi parce que, et ça m'a toujours fait rire ce terme, j'entretiens un espace écologique artificiel le long de ma terrasse. Là, c'est ce qu'on appelle effectivement une pelouse, un gazon, les gars, on a compris, là, on est un espace écologique artificiel. Là aussi, vous avez vu qu'on réfléchit au niveau européen, sous la poussée des écologistes, pour taxer ça, puisqu'ils disent que c'est une biodiversité totalement artificielle, et en plus, c'est pas bien vis-à-vis de ceux qui n'en ont pas. C'est de ma faute, bien sûr, parce que mon fils monte sur le dos d'un cheval, et le cheval n'a rien signé, on contraint un animal. C'est grave ce qui se passe avec les chevaux, vous avez vu, hein, ça va pas durer longtemps. Alors certes, on a la vénerie, j'entends bien, mais tout ce qui est GRC ou concours épique, c'est extrêmement menacé. C'est de ma faute, bien sûr, parce que je torture des êtres vivants en les transperçant avec sadisme. C'est quoi ça? Je mets un ver de terre sur mon hameçon quand je vais à la pêche. Et oui, la pêche super attaquée. Bon, déjà le vivre, on en parle beaucoup, mais ça va aller beaucoup plus loin. Vous avez compris, mettre un animal vivant sur un hameçon, ce n'est plus, au niveau européen, ce n'est plus écologiquement correct. Et au niveau animaliste, encore moins. Donc on est très fortement attiré là-dessus, attaqué là-dessus. J'attire aussi l'attention, c'est l'attention des pêcheurs qui sont ici dans la salle. Vous avez vu ce texte qui se prépare, bien évidemment qui ne sortira pas avant les élections, sur le no-kill.
Moi, je sais que beaucoup de pêcheurs m'ont souvent dit, on n'a pas de problème, on fait une autre. Moi, je leur dis, les gars, c'était pire. C'est ce que j'ai toujours dit. Hein, bon, quand on va à la chasse, on tue un animal, voilà, on le mange, on a plaisir à le faire, tout ça, j'entends. Il y a une logique. Mais prendre un poisson pour son propre plaisir, c'est pas moi qui le dis, hein, mais compris, prendre un poisson, l'arracher de l'eau, il s'étouffe juste pour faire une photo, le peser, le remettre à l'eau, ça va pas durer longtemps. Ça, c'est de la barbarie. Pas pour moi, mais pour des gens là-bas, c'est de la barbarie et on en parle de plus en plus. C'est ma faute évidemment parce que tous les gros bocs de mon espèce, quand j'ai un peu de temps l'été, j'adore regarder le Tour de France, la vue c'était très mal vu. C'est de ma faute aussi mes amis parce que, comme le dit Pierre Lurmic, le maire de l'écolo de Bordeaux, j'ai le culte de l'être végétal mort. C'est-à-dire que je mets un sapin de Noël dans la maison, effectivement le 25 décembre, comme la plupart des Français. Évidemment c'est de ma faute parce que je mange de la viande, et c'est de ma faute bien sûr parce que je tue les animaux à la chasse et à la pêche, et comble de l'horreur. J'ai du plaisir à les déguster avec ma famille et mes amis. Et pourtant, je vais vous le dire sincèrement, plus on m'accuse d'être un mauvais Européen à cause de ma ruralité, voire un salaud chasseur à cause de ma passion, et plus je me dis que j'ai raison de résister à ce qu'on veut m'imposer. Avec ce nouveau projet de vie extraordinaire, on va dire bien évidemment certifié 100% moderne et progressiste, on veut tout simplement nous priver de nos existences. Culpabiliser les Européens à outrance ne peut tenir lieu de politique environnementale, agricole, climatique, tant soit peu sérieuse. C'est juste comme plus commode de vouloir taxer effectivement les gros bocs propriétaires de SUV comme le mien avec lequel je suis arrivé, en cas de stationnement dans la capitale ou dans une ville écolo, et comble de la stupidité que votre SUV soit électrique ou pas, vous avez vu, vous aurez le droit à la même punition à cause du poids. En parlant de poids, j'aimerais montrer qu'une nouvelle étude écolo démontre que les gros représentent un problème écologique. Ça a été dit quand même. Hein. Bon, et j'en vois quelques-uns qui, comme moi, risquent d'avoir aussi un problème au tribunal écologique populaire. Non, j'ai pas nommé un allemand, c'est pas vrai, je l'ai pas dit. Et oui, mes amis, c'est vrai, obésité, véganisme et véganisme n'ont pas grand-chose à voir ensemble, et dans le fond, j'en suis fier et je le revendique. Quand je vois la joie de vivre du go-kart dépressif mondial, la petite Greta Thunberg, personnellement, je suis heureux d'avoir parfois, disons, un peu abusé des bons plats et des bons breuvages des terroirs français, comme je l'ai fait ce midi d'ailleurs. Mes coups de gueule répétés n'ont pour autant pas vocation à nier l'existant ni les problèmes, mais j'aimerais que chacun y prenne sa part, sa juste part, pour pas seulement les braves gens, pas seulement moi, pas seulement vous, pas seulement ceux qui vont mesurer leur journée au kilomètre parcouru, pour aller travailler, pour trouver un médecin, pour remplir le frigo, pour vivre simplement sa passion pour la chasse le dimanche en famille ou avec des amis. Comment peut-on par exemple, et c'est important même si on a beaucoup d'amis qui ne sont pas chasseurs ce soir, comment peut-on qualifier de barbares les chasses traditionnelles? Je vais prendre un exemple, j'en prends deux, un petit peu de temps entre nous ce soir, j'en prends deux, la tendrie des grilles dans les Ardennes. Il y avait quelqu'un qui prend 3 crins de la queue d'un cheval. Ah, les chasses traditionnelles, ce sont des chasses à l'époque où il n'y avait pas d'armes à feu. C'est des chasses d'observation, c'est un moment où on était un peu faible et qu'on a failli y rester effectivement dans la sélection naturelle. Il fallait qu'on s'en débrouille, on n'avait pas une grande puissance physique, on ne courait pas très vite, on n'était pas très doué dans tout, mais on avait le cerveau un peu plus gros que les autres. Et à force de regarder cette nature et de l'observer, je vous le redis, il y a des gens qui ont pris 3 crins d'un cheval, et avec ces 3 crins, on fait un petit collet, qu'on appelle la tendrie. Vous allez mettre ça dans la forêt, vous prenez quelques baies forestières, à force d'observation, le vent, les oiseaux, comment ils passent, où ils se posent, quelle arme, quelle partie de la forêt, et vous attrapez quelques grilles comme ça, vous dégustez, évidemment. Ou alors la tendelle des grilles, l'Aveyron, la Lozère, enfin Marcel Pagnol, Lily des Bellons, 2 pierres plates, un petit bout de bois et une petite épine d'acacia, dans laquelle, c'est vrai, on enfonce le cul d'une fourmi à zèle, et vous attrapez un oiseau, effectivement, qu'en parcourant en ville, vous avez la grille ou l'ortelan qui vient chercher cette fourmi à zèle, qui se fait effectivement aplatir par les 2 pierres plates. Mes amis, je veux dire, c'est pas de la chasse, ça, c'est de l'art. Ces mecs-là, il faut les décorer. La même chose, tourner dans le fond de l'Amazonie. Projeté effectivement le dimanche après-midi dans une émission un peu écolo, mais ça ferait pleurer tous les Gaulois européens et français avec. Tout le monde trouverait ça formidable, mais nous les Gaulois, on n'a pas le droit. Ah non, si ça se passe loin, ça va. Mais en France, c'est pas possible, je vais vous dire. Et d'ailleurs, si on y regarde un peu, si cette tradition est dorénavant barbare en Europe, si cela doit être interdit, alors mes amis, préparons-nous à l'interdiction de toutes les lois qui régissent la nature, car tuer pour être mangé, ou se faire tuer pour être mangé, c'est l'équation
permanent qui définit toutes les relations entre les espèces animales et végétales. Mes amis, l'ensemble de nos pratiques rurales et culturelles ne sont pas des maladies honteuses. Bien au contraire, elles sont une richesse pour tous ceux qui les pratiquent et nous devons nous battre chaque jour qui passe pour les préserver. C'est ce que j'appelle toujours notre identité culturelle. Et l'identité culturelle n'est pas un gros mot, ni un sentiment passéiste de notre temps, comme ces gens-là le répètent en longueur d'année. On a aussi une dérive écolo chronique à la télévision, vous l'avez vu. Pour les publicités, pour les voitures, moi ça me scotche à chaque fois. Vous avez une pub pour une auto, ça se termine toujours en expliquant qu'il faut surtout éviter de s'en servir parce que ça pollue, il y a une empreinte carbone, et on nous conseille vivement de marcher et de faire du vélo. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Et sachez quand même que ça, c'est une directive européenne. Celle-là, comme les autres, comme toutes les autres, a été votée effectivement sur proposition de l'écologie politique et punitive européenne par tous les autres députés européens aussi. Personne ne s'est opposé. Alors je veux dire, à force de terroriser tout le monde au nom de la planète, nous avons dû même apprendre un nouveau mot, l'éco-anxiété. L'éco-anxiété est le nouveau mal du siècle qui touche de plus en plus les jeunes, mais aussi les moins jeunes. C'est vrai qu'à force de nous rabâcher qu'on va tous mourir prochainement à cause du climat, je peux comprendre d'ailleurs, comme l'État s'en plaint et l'Europe avec, ce manque de motivation à la reproduction pour l'espèce humaine. Alors plutôt que d'imaginer de réarmer sexuellement les Français et les Européens, je pense qu'il faudrait simplement raconter un tout petit moment que à la télé et ça devrait facilement s'arranger. Personnellement, je ne supporte plus cette tyrannie écologique européenne et je ne veux pas de ce modèle d'une Europe qui se fonde sur cette doctrine et qui utilise le réchauffement climatique, le respect du bien-être animal ou la sauvegarde de la biodiversité de manière totalement irresponsable. Dans la même veine, appelons les choses par ordre, nous sommes face à un phénomène aujourd'hui de spoliation de nos territoires. Et c'est quelque chose que vous allez vivre durement dans cette région normande, même privée d'ailleurs, avec comme étendard l'écologie et en porte-drapeau les fonctionnaires européens, sans oublier nos écolos bien de chez nous. Et si on s'y arrête un peu sur ce dossier, on peut constater que tous ces petits dictateurs de territoire ont réussi à créer le principe même du kolkhoz écologique, qui est en passe de réduire à néant la notion de propriété privée, de Natura 2000, aux aires nouvelles protégées européennes. Il suffit donc de faire passer des lois à Bruxelles pour vous dire ensuite ce que vous pouvez faire ou ne pas faire chez vous. Et tout cela, c'est quand même gonflé, sans même vous exproprier, donc sans vous dédommager de quoi que ce soit, et je le redis, sans aucun politique européen à Bruxelles ne s'en inquiète à un seul moment. Dans la même veine, vous l'avez vu, le Parlement européen vient d'adopter le règlement sur la restauration et le réensauvagement de la nature, ce qui en soi, c'est pas une mauvaise chose, je l'entends, et passer par le filtre de la déshumanisation permanente de cette nature, ajoutera prochainement, pour pouvoir en être sûr, bien des points à la longue liste des interdictions qui vont nous arriver. Je ne résiste pas d'ailleurs à l'idée, au fait de vous donner la définition de cette nouvelle politique menée par l'Europe. Je cite la phrase. Il s'agit de protéger la nature pour elle-même ou parce qu'elle revêt des intérêts d'ordre moral, esthétique ou spirituel pour l'être humain. Ordre moral, esthétique ou spirituel pour l'être humain. Je veux dire, si ça ne s'est pas écrit par des techno-bruxellois au sol, là on touche le pompon. Je crois qu'il faudrait plutôt lutter, mes amis, contre le réensauvagement des grandes villes, et ça on est très doué là-dedans, plutôt que de vouloir réensauvager de nature qui n'a rien demandé, sauf les gens qui savent, sur leur terroir. Vous me direz, les biodiversités urbaines, on est déjà bien, il faut bien sûr compter dedans les rats et les punaises de lit, et là on est au top. Chez les autres amis ruraux de la nature, ça va bien mieux, parce que nous ne sommes pas tout seuls, loin de là. Par exemple, il n'y a pas un mois où des kilomètres de chemins nature sont dorénavant interdits à la pratique du VTT. Vous savez, le VTT, le vélo tout-terrain, ce nouvel engin écocide qui non seulement écrase les orchidées sauvages et les batraciens, mais vient aussi éroder le sol à l'aide de ses pneus crantés. Alors mes amis, on pourrait en rire si j'avais pas toutes les semaines
le président de cette grande fédération au téléphone qui m'explique effectivement tous les territoires aujourd'hui qui leur sont retirés et qui sont mis sous cloche. Et ça s'arrête par là. Alors je vais vous dire, c'est pourtant facile à comprendre et à admettre. La protection de la nature. La protection de la nature ne peut se faire sans la compréhension et l'acceptation des femmes et des hommes qui vivent dans ces territoires, c'est-à-dire nous. C'est à nous de le faire. Sans l'adhésion des ruraux, chaque grande idée pour sauver la planète sera vouée à l'échec. À ce titre, je ne peux passer sous silence ce fameux dossier du loup. Alors certes, il n'y en a pas encore beaucoup dans le coin, mais il commence à s'en promener un peu. Aujourd'hui, vous l'avez vu, la présidente de la Commission européenne a enfin pris la mesure du danger. Alors le loup, c'est parce que c'est tout le problème des espèces protégées qui pullulent aujourd'hui et qu'on n'ose plus le réguler et impossible de revenir en arrière. Quand on sacralise à l'Europe quelque chose, c'est ad vitam aeternam. Donc effectivement, vous avez vu, il y a un loup qui est arrivé dans la pâture avec quelques poignées de poney sur la bande derrière Leyen, et il l'a bouffé, ce qui nous arrange. Évidemment, donc du coup, elle a dit c'est une catastrophe. Et elle a dit on va lancer une nouvelle ère, effectivement, je cite, dans l'approche de l'Union européenne vis-à-vis des loups, soulignant que l'espèce était devenue un réel danger pour le bétail et potentiellement aussi pour les humains. Il était temps, et comme on dit toujours, chacun doit miner à sa porte, la preuve en est. C'est la même personne quand même qui ne voulait pas y toucher depuis des années. Alors qu'on nous rebat les oreilles avec le principe de souveraineté alimentaire, on n'arrête pas de nous parler de ça. Ça fait des années qu'on préfère sacrifier des brebis plutôt que des loups. Eh bien, le loup ne doit plus bénéficier du statut d'espèce protégée. Le principe de précaution, qui pourrit nos existences d'ailleurs, a toujours bon dos. Dès qu'il s'agit d'agir, donc de tuer un animal qui cause des dommages, et là je me tourne vers le monde agricole, l'Europe ouvre systématiquement le parapluie. Il est temps d'inverser la charge de la preuve. Quand un loup, c'est basique, quand un loup approche d'un troupeau, mais écoutez, c'est pas pour demander un autographe au berger, on s'en fout, on a tous compris ce qu'il veut faire le loup. Il veut bouffer une brebis. Alors qu'est-ce qu'on donne à ces gens? Parce qu'on vient des secteurs de montagne qu'on a visités il y a quelques jours, il faut voir l'enfer. Vous avez 6 feuillets préfectoraux pour décrire les intentions agressives de l'animal. Bon, alors si vous êtes doué pour répondre rapidement, vous pouvez espérer une autorisation de tir dans un délai assez rapide de 4 semaines. Écoutez, c'est n'importe quoi. Moi, je suggère à l'État d'autoriser de tirer quelques balles ciblées par des chasseurs locaux qui sont tout à fait aptes à le faire. Si en fond, le loup ne sait peut-être pas ce qu'il doit faire, moi je peux vous assurer qu'il va vite apprendre ce qu'il ne peut pas faire. Alors c'est un peu radical, c'est efficace, mais c'est plein de bon sens. C'est encore le cas, malheureusement, et dans cette région, je voulais le signifier, un nouveau problème européen qui nous arrive sur le sujet des migrateurs. Vous avez vu, nous avons une double attaque en cours. La première, c'est une mise en demeure européenne qui vient directement de la Commission et même plus du Parlement. Elle s'autosaisit pour nous dire vous devez justifier dorénavant de la liste des espèces migratrices chassables et prouver la stabilité effectivement de ces espèces sur le long terme. Tous les gens qui connaissent bien la nature savent bien que la reproduction fluctue. Vous n'avez pas le même nombre de jeunes d'une espèce d'une année sur l'autre en fonction du temps et plein d'autres choses. Donc ça va être extrêmement compliqué à défendre. Et puis à côté de ça, vous avez ces attaques dorénavant sur le Natura 2000. Vous savez, cette directive Habitat dont on ne voulait pas en 2000, mais l'Europe avait trouvé le moyen de nous la faire accepter, a payé des fois même un peu grassement pour l'accepter en disant, ne vous inquiétez pas, il y a 300 pages d'annexe, mais on n'en parlera jamais, jusqu'à ce que les associations écologiques s'en emparent. Nous allons avoir une période extrêmement dure sur les espèces et sur les territoires. Bien évidemment, je m'y suis mis avec toutes mes équipes et je sais que les choses vont être très complexes. Dans nos campagnes, mes amis, c'est compliqué, vous l'avez compris, mais il n'y a pas que ça. Dernière trouvaille, mise légèrement au sommeil parce que l'élection oblige, il arrive une nouvelle directive, je pense que celle-là va être terrible, c'est la directive bien-être animal. Alors là, ils se sont donnés à cœur joie. Bon, vous savez, c'est ce que je dis toujours, il y a 40 000 personnes qui bossent dans les bureaux là-bas, il n'y a rien de plus dangereux qu'un techno-européen ou un ordinateur qui s'emmerde. Alors là, je peux vous dire, ça c'est lui. Ça vaut tout le reste, c'est plus dangereux qu'une guerre. Lui, il est payé pour trouver une idée, il ne faut jamais l'oublier, mais il faut qu'il la trouve, parce qu'il faut qu'il justifie son salaire. Alors de ce côté-là, on est au top. On est au top. Et là, ils ont pondu un document qui va entrer dans l'hémicycle, qui a déjà passé 10 commissions, qui a été validé par tous les élus, même tous ceux qui disent qu'ils vous aiment aujourd'hui. Et là, il y a un vrai problème. Il
Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas présents, ça c'est un petit peu la norme, Jean nous en parlera tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il nous demande? Si vous avez un animal, on sort du cadre de la chasse, hein, vous avez un animal à la maison, vous allez devoir passer quand même un examen de compétences. Pour vérifier si vous n'avez pas un petit chenard et que vous ne savez pas vous occuper de votre chien, de votre chat, de votre lapin, de votre hamster ou de votre canari jaune. Bon, on verra bien. Je n'ai pas encore le texte qu'ils vont nous demander, mais je pense que ça ne va pas être piqué des verres. Attention, si vous avez un chien, une chienne, pardon, une chatte, hein, la date de reproduction maintenant, l'âge de reproduction c'est 18 mois. Si jamais ça se passe avant, vous êtes pénalement responsable. Ça peut être assimilé à un viol, comme c'est noté en 3 pages. Ça ne va pas être facile. À la campagne, il y a toujours un routier qui se promène, il peut passer sous le grillage, au-dessus du grillage et faire la fête à Mirza au milieu du gazon. Je vous dis pas à quoi ça va ressembler. Bon. Évidemment, pour tous ceux qui sont passionnés du grand gibier, vous le savez, c'est fini. On ne peut pas exposer corporellement un chien à un risque. Je vois pas comment on va faire à la chasse au sanglier. On s'en doute tous, ça va être un peu compliqué. Les chenilles, c'est un poème. Un nombre de mètres carrés, intérieur, extérieur, un sol différent, couvert. Enfin, quand vous vous déplacez dans les années qui viennent, ne louez plus de gîte, hein, louez des chenilles. Vous allez être au top, je vous le dis, quand je vois ce qui est écrit en 22 pages, c'est assez extraordinaire. Et puis nos animaux, bon, évidemment, sont des animaux sensibles et fragiles, si on en est tout à fait conscient, ils ont ou trop chaud ou trop froid. C'est-à-dire qu'on nous dit, vous devez réguler effectivement les températures pour les animaux, c'est-à-dire jamais moins de 10 degrés, jamais plus que 25. Alors il y a un business à se faire, les gars. En chauffage et en clim pour chenilles dans les années à venir, ça va cartonner. Parce que pas inférieur en dessous de 10 et pas au-dessus de 25, ça va pas être facile à tenir. Il y a même 2 pages sur l'hygrométrie. Alors nous, Pas-de-Calais, on n'aura plus d'animaux de compagnie, on va moins de chiens, parce que l'hygrométrie, on est plutôt au stade à élever des cartes dans les salons. Donc je vois pas ce que je vais faire avec mes pauvres chiens qui vont avoir des palmes, effectivement, à la place des pattes. Et puis, quand je vois mes 2 chiens dans le canapé qui roupillent comme il faut toute la nuit, qui ronflent même un petit peu, je pensais qu'ils étaient heureux, je m'étais trompé, que l'Europe a dit que c'était complètement faux. Les animaux de compagnie ont peur dans le noir. Ah. Et donc là, il y a toute une explication très technique, je la passe rapidement, hein, mais qui conclut en disant, dorénavant, vous avez un animal de compagnie qui doit être éclairé de 17h à 9h du matin. Bon, alors je pensais qu'on allait faire des économies énergétiques, mais là ça va être trop. Évidemment, vous en doutez, collier de repérage, ce genre de choses, c'est totalement terminé. Je vous dis en conclusion, vous pouvez oublier les gosses une nuit dehors par moins de 4, vous risquez rien, oubliez le chien, vous êtes en train. Ah, mais c'est recteur. Ça va finir comme ça, là c'est sûr. Bon. Évidemment, mes amis, pourtant on a des valeurs extraordinaires dans ce monde rural. Je termine un petit peu là-dessus. La passion, vous le savez, le partage, la convivialité, la transmission, les gens heureux, sont autant d'arguments qui font mouche chez la jeune génération. Face à une société évidemment virtuelle qui ne répond plus à leurs attentes. Oui, aujourd'hui, dans cette sphère, on n'a peut-être pas tous 5000 followers personnels, mais nous, on connaît tous quelqu'un, des centaines d'amis qu'on voit régulièrement, avec qui on parle, avec qui on touche, avec qui on peut rire, on peut sourire, on peut manger, on peut boire, avec qui on vit tout simplement. Oui, j'ai comme vous la culture de l'engueulade, des yeux dans les yeux, mais surtout pas à travers un clavier d'ordinateur qui génère dans le fond aujourd'hui des violences jamais atteintes entre les êtres humains en France comme en Europe. Je partage ma vie en vrai avec d'autres personnes qui ont des valeurs, des cultures, des traditions et des modes de vie parfois différents, mais que je respecte et que je suis toujours heureux de découvrir, car le vivre ensemble, mes amis, est inscrit dans notre ADN. Aujourd'hui, pour défendre notre mode de vie rural, il nous faut devenir tous des combattants de notre cause. Notre avenir en dépend. Entrons en résistance contre ce monde européen qui ne respecte plus grand-chose de nos traditions, contre cette pseudo-modernité anti-humaniste qui voudrait nous couper de ce que nous sommes, nous les ruraux. Défendre les traditions n'est pas honorer les cendres, comme je dirais, mais chaque jour ensemble raviver une flamme éternelle. Ce que je veux pour mon pays, ce que je veux pour l'Europe, c'est une ruralité heureuse. Et pour y arriver, il faut cesser de nous persécuter pour de faux prétextes et de vouloir détruire ce qui fait notre identité culturelle. Je ne vous cacherai pas, et ça a été sûrement ce qui a déclenché ma motivation à me lancer dans cette élection. Je ne vous cacherai pas mon inquiétude. Jamais nous n'avons été autant attaqués et surtout les fronts en même temps. Mes amis, sommes-nous certains, Mathis, sommes-nous certains, oui ou non, de pouvoir encore transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents?
Et bien, à la vitesse où vont les choses. Et pour la première fois de ma vie, je n'en suis malheureusement plus sûr. Mes amis, soyez fiers de ce que nous sommes et de toutes nos pratiques et ne laissons plus jamais personne nous dire le contraire. Alors ce n'est pas le moment de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons fièrement et qui redeviendront demain, j'en suis sûr, comme elles l'ont toujours été depuis l'histoire de l'humanité, un modèle de vie et un exemple à suivre pour tous. Je sais que je peux compter sur vous, mais n'oubliez jamais que je serai toujours là pour vous défendre ici ou à l'Europe. Vive l'Alliance rurale! Si tu veux. Voilà. Chacun travaille de son côté. Le tout, c'est de trouver la bonne place. Voilà. Là, c'est un peu le nez. Bon, c'est pas mal là. Et, non, peut-être. Cher monsieur le maire, cher Bernard, mesdames et messieurs, chers amis, ici à la tribune, et vous toutes et tous, encore venus plus nombreux ce soir, j'ai l'impression que dans ce printemps qui s'installe si merveilleusement, ici sur le département de cette Normandie, notre pareil, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Oh, ça n'a rien à voir avec ce que vous pourriez suivre dans l'actualité. Si il advenait par hasard que vous y suiviez quelque chose, parce que si vous arrivez à comprendre les enjeux, les motivations et même les listes en concurrence pour le 9 juin, si vous avez même réussi à comprendre en quoi consistaient ces élections, eh bien, vous êtes encore bien au-dessus de la moyenne de tous les amis que nous avons rencontrés jusqu'ici. Mais moi, je sens que tout ce que nous avons vécu encore aujourd'hui, quel que soit vos âges, nous avons vu des petits garçons, des petites filles, des jeunes gens. Nous avons vu des hommes et des femmes dans la force de l'âge et de leur maturité. Nous en avons vu quelques-uns qui avaient même décidé, sans le décider tout à fait, je vois ma bulle en premier rang qui me rappelle l'entretien de cet après-midi. Il a 68 ans, paraît-il, il s'est trouvé à la retraite. Mais je n'ai pas eu du tout l'impression d'entendre un discours de retraité. Et quelque chose est en train de se passer, qui, mon cher Willy, nous donne raison lorsque ce soir-là de folie, nous nous sommes rencontrés après nous être croisés brièvement 2 ou 3 fois dans la vie auparavant. Rien n'était écrit, d'ailleurs, rien n'était possible à écrire, mais nous étions tous les deux, en recherche. Nous avions tous les deux le sentiment qu'il manquait quelque chose. Et sans se l'être dit, puisqu'on ne savait pas, nous nous disions que ce n'était pas possible. Une fois de plus, peut-être une fois de trop.
s'effacer à nouveau. Ça ne veut rien dire. Alors, quelle que soit l'ampleur des engagements pris, y compris matériels, nous avons estimé ensemble. Et quel bonheur de nous retrouver le lendemain, après 3 heures de discussion dans la nuit qui tombait sur Paris, de t'entendre relire la même chose que ce que tu m'avais dit la veille, fait tellement rare dans le monde politique que c'est à peine croyable. Et j'ai compris. Et ce muguet, merci maman, merci jeune homme, arrive à prénommer juste 24 heures avant pour nous dire que nous avions raison, qu'il fallait se lever. Nous avons décidé de le faire et nous avons cheminé. Et nous cheminons. Oui, j'ai appris à te découvrir et je te remercie pour les mots que tu as eus à mon endroit. Ils ne sont pas partout aussi chaleureux et aussi sympathiques. Ni aussi attendus d'ailleurs. Oui, ce matin, par exemple, je devais faire une émission de télévision. On appelle ça les 4 vérités de France 2. Jusqu'hier soir, c'était ce matin. Et puis, j'ai été décommandé pour demain. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça se fait? Et puis, j'ai regardé la statistique. Le 1er mai, c'est normal, vous dormez un peu plus tard que d'habitude. C'est-à-dire que l'émission fait qu'il y a 9 téléspectateurs sur 10 qui seront dans salle demain et qui auraient été présents ce matin. Vous voyez, c'est facile et à la fois difficile à comprendre. Mais ce que j'ai compris, que toi, tu n'étais pas de cette espèce-là, tu n'étais pas de ce bois, tu étais plutôt un granit, Ménil. Je pensais qu'ils étaient tous en Bretagne, et j'ai découvert qu'il y en avait dans le Nord. Et un granit en apparence, et pourtant un cœur battant dans une poitrine ensoleillée et un visage qui ne change jamais, une détermination à l'épreuve, une volonté de changer le cours des choses au moment où plus personne ne s'y attendait. Oui, Willy, moi aussi je suis content d'être à tes côtés. Oui, je suis content de travailler avec tous les nôtres, avec cette équipe que tu avais construite, avec l'Alliance rurale dès le mois de novembre, avant même que ne se lèvent les paysans de France. Les paysans, parce que les paysans sont du pays. Et c'est pas de moi, c'est trop beau et trop ancien aussi. Et tu avais construit l'Alliance rurale. Et puis, voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle absolument magnifique. Je ne sais pas si c'est vous ou le prédécesseur. En tout cas, quel que soit celui qui l'a faite, elle est drôlement bien faite. C'est lui. Ben, écoutez, vous pouvez l'applaudir. Rien comme ça. Bien. Et je vois aussi ce que le seul maire ne pensait peut-être pas faire, c'est de croiser vos regards. Et moi, j'ai toujours trouvé la source de mes propos dans les regards que je voyais devant moi. Oui, effectivement, on va le faire. On va le faire. Et pour compléter le propos de Willy, je voudrais expliquer peut-être, même si vous le savez, ou même si vous avez l'impression de le savoir, parce qu'après tout, j'ai le droit de le dire. Je me suis engagé dès l'âge de 21 ans. Et tout le monde me demandait, mais pourquoi tu veux être maire? T'as les cheveux longs, t'as des épis partout, t'as des boutons plein la gueule, tiens, si tu veux les foutre à la mairie. Eh bien, j'ai besoin d'aller à la mairie pour aller voir, parce que je crois que je dois y travailler un peu. En fait, j'ai travaillé 46 ans. Ça a été pareil pour le département, ça a été pareil pour la région. Ça a été pareil pour l'Assemblée nationale. À chaque fois, qu'est-ce que tu veux aller y faire? C'est un peu la question d'ailleurs qu'on ne nous pose de pas s'en imposer. Oh, pas vous. Mais ceux qui ne voudraient pas, eh bien, on a envie d'aller voir, justement,
Bruxelles. Et sur ce plan-là, on peut dire, au moins nous deux, si on veut dire, qu'on ne nous a jamais reproché de ne pas en faire assez, mais plutôt parfois d'en faire un peu trop. Sur ce plan-là, on n'est pas des fainéants. Et on n'a pas l'intention de le devenir non plus. À partir de là, déroulons un petit peu et voyons la France, ce pays tant aimé, qui coule dans votre cœur comme il est dans le mien, une petite source qui n'arrête pas et qui se transmet de père en fils, et que nous tenons avec l'émotion de celui qui tient pour la première fois dans sa vie son premier-né, tremblant d'émotion et presque un peu de peur. Il est gêné, il a envie de dire « Je n'ai jamais tremblé, jamais devant personne. Nul vivant ne s'avisa de porter la main sur moi. Et aujourd'hui, je tremble devant toi. Et tu n'es rien. Oh, mon fils. » Et c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu pu voir et sentir tout au long de cette journée. La France s'est construite avec les rois d'abord, autour de l'État, avec des provinces capricieuses, mais tellement riches de différences, tellement riches de variétés dans ce pays où tout pousse, où tout peut être transformé, un pays béni des dieux s'ils existent. Un pays qui a fini par épouser le territoire idéal qui semblait lui être promis, et pourtant inaccessible. Oui, la France s'est construite autour de l'État, avec les rois, les provinces, souvent en train de se taper les unes sur les autres, mais tellement riches. Puis, il y avait Dieu. Lui, je ne sais pas très bien où il faut le mettre aujourd'hui. Bon, puis un peu, il y a eu quelques coups de guillotine, le président de la République, l'État qui s'est perdu, qui s'est retrouvé, qui s'est relancé, qui est à nouveau perdu, qu'il faut reconstruire, qui a mis la main. Et je ne sais pas qui a porté cette inspiration sur l'organisation des territoires, tellement extraordinaire en France que tous les pays modernes nous l'ont copié, avec toutes ces communes qui nous ressemblent tellement. Et ce n'est pas étonnant si le maire, précisément, est l'homme ou la femme élu par le peuple, la plus aimée de ce peuple. Et il a fallu qu'en quelques années, nous mettions tout ça par terre, avec ces immenses communautés de communes à perte de vue, qui écrasent précisément par la perte de toutes les dotations que recevaient jadis, qu'elles recevaient jadis, qui sont maintenant mêlées. Tout cela doit se reconstruire, parce que tout cela a enlevé du pouvoir à ceux qui pensent qu'en se faisant élire, ils vont diriger notre pays. Mais notre pays n'a plus de direction. Or, il n'est pas le seul. C'est le cas de la plupart de nos frères européens et de tant d'autres dans le monde. Alors peut-être que le pouvoir est passé ailleurs. Et c'est ce que nous allons vérifier, mais j'ai une petite idée sur la question. Je ne suis pas sûr qu'il soit ni à Bruxelles, ni à Strasbourg non plus. Parce que pour que le pouvoir s'incarne, s'exprime, se fasse entendre, se fasse comprendre, encore faut-il qu'il existe. Et encore faut-il qu'il existe des hommes, des femmes qui prennent du temps de leur vie pour écouter les autres quand ils demandent à voix basse. Je t'en prie, écoute-moi un moment. Écoute-moi. Je crois que j'ai vraiment peur. Je ne suis pas sûr que mon fils reprenne l'exploitation familiale. Je ne suis pas sûr que je revoie le public. Je ne suis pas sûr de revoir les services publics à la française qui ont permis
liberté, égalité, fraternité sur l'ensemble du territoire. Je ne suis pas sûr de revoir revenir ma femme, qu'on n'aurait pas mise dehors au Moyen-Âge, alors qu'elle était prise par les premières douleurs, pour aller chercher une heure et demie plus loin, une très hypothétique maternité, où elle pouvait mettre son enfant au monde. Nous pensions que tout ça était derrière nous, mais non. Nous avons réussi à faire notre actualité. Nous nous interrogeons aussi sur l'instituteur. Mais est-ce que vous en trouvez un pour maintenir le regroupement pédagogique? Est-ce qu'on va remettre les choses d'aplomb? Oui, nous pouvons. Et en même temps, il faut passer par Bruxelles. J'ai passé tant d'années à l'Assemblée nationale que je n'aurais pas cru qu'il faille prendre ce chemin-là. Mais je me demande s'il ne faut pas aller là où les affaires semblent être tellement compliquées. Il est vrai que nous avons mis du ventre sur cette Europe ensanglantée tant de fois, de s'en mêler parce qu'ils sont devenus aujourd'hui des frères. Et je sais où je parle. Quand je le disais hier soir, je parle ici, sur ces terres où est revenue la liberté, la fin de l'obscurantisme, la fin de la folie mortelle qui avait embrasé le monde il y a quelques décennies. Seulement, c'est sur vos terres qu'ils sont revenus. Et nous allons aller à Bruxelles pour rappeler que nous existons, nos territoires de France, nous, les petits gars de la ruralité, comme on dit. Mais cette ruralité est immense. Elle était les provinces autrefois. Elle était aussi la capitale, parce qu'on ne faisait pas ces calculs. On n'élisait pas quelqu'un en sachant s'il représentait tant d'hectares ou tant de milliers d'habitants. Il représentait tout simplement une parcelle de notre pays. Et c'est de là que venait sa grandeur et sa force. Il faut aller là-bas et nous poserons toutes les questions qui doivent être posées. Pourquoi toutes ces directives? Et pourquoi toutes ces directives sans vote réel, ni en commission, ni en plénière? Et pourquoi toutes ces absences? Oui, je le dis tous les soirs, vous avez plus de chance de voir ici dans le Calvados défiler un ours polaire qu'un député européen. Et rassurez-vous, si nous sommes élus, vous nous reverrez. Et nous viendrons refaire le point avec vous. Et nous poserons toutes les questions, y compris celle de savoir si le modèle que nous nous sommes imposés à nous-mêmes et que nous avons imposé aux autres, à coup de tout de menton, de référendum, je n'en ai voté aucun. Mais là où nous avons atteint le sommet, c'est avec le dernier qui fut organisé. Oui, le dernier. Vous avez répondu, non, c'est 4%. Et nous nous sommes réunis, Assemblée nationale et Sénat, pour aller à Versailles, dans ce qu'on appelle le Parlement, vous contredire et dire oui, là vous aviez dit non. Nous l'avons payé très cher. Ce jour-là, nous avons perdu 50% d'entre eux, que nous n'avons plus retrouvés. 50% de partout. Et des partis qui étaient au pouvoir ont vacillé. D'autres qui étaient à 2% et qui ne décollaient pas sont aujourd'hui à 30 ou 40. Pourtant, la France ne veut être ni extrême droitisée, ni extrême gauchisée, ni extrême macronisée. Elle veut rester elle-même authentique. Et nous avons demandé si la construction que nous avons imposée de cette manière-là est la meilleure. Et s'il faut y revenir avec les réseaux, vous savez ce qui fait fonctionner Charles-Henri avec une telle maestria. Nous aurons la capacité de poser et de répondre et de rester en interférence avec vous pour avoir le résultat à ces questions. Et s'il faut revenir à la première idée, qui était celle du général
et du chancelier Adenauer, l'Europe des nations. Il faudra essayer de créer ce contexte de résistance qui habite encore la France, qui l'habita toujours d'ailleurs, en créant des petits groupes, un peu plus larges peut-être, avec toutes les listes qui sont en train de se monter sur ton initiative, Willy, à travers l'Europe, là où nous ne nous aurions pas espéré, y compris jusqu'à la Suède lointaine. Et ces listes, c'est des paysans, ces listes, c'est des chasseurs, c'est des hommes et des femmes de leur terre qui ne pensaient pas qu'un jour ils seraient à nouveau, ou peut-être pour la première fois, concernés par le débat public. Nous trouverons certainement celles et ceux qui font que nous aurons un groupe où nous savons suffisamment, après tout, nous faire entendre pour que les questions ne restent pas sans réponse. Ma longue expérience me permet de vous affirmer qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas tout réussi. Loin de là, loin de là, loin de là. Qui serais-je? Toi non plus d'ailleurs, Willy, et tu le dis. Mais nous n'avons pas tout échoué non plus. Et nous n'avons pas laissé le genou, ni plié le genou. Nous avons toujours réussi à ouvrir le débat, là où il semblait impossible de le faire. Alors, maintenant que je pense que vous revoyez en perspective, un peu dans le même brouillard que nous étions lorsque nous nous sommes rencontrés le premier soir, la possibilité de remettre les choses à leur place. D'abord, notre pays, qui porte un effort considérable à l'Europe, que personne ne lui reconnaît jamais. Je ne l'entends nulle part. La France porte la force de dissuasion à l'ensemble de nos frangins, et cela depuis des décennies, et gratuitement pour tous les autres. Nous rendent-ils l'appareil? Je ne suis pas sûr. Si nous devons intervenir quelque part à l'extérieur, nous partons généralement avec 72 Allemands, 19 Hollandais, 2 Polonais. Au premier coup de feu, tout le monde rentre chez soi, et nous, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire, on finit par rentrer aussi. Nous n'avons plus d'amis, ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, ni au Proche-Orient. Donc, il est temps, effectivement, d'expliquer simplement, comme j'essaye de le faire, à grand coup de truelle peut-être, ici, pourquoi nous sommes là, et pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais je vous promets, que si on commence à poser ces questions, il y en a tellement qui rêvent de les poser. Et depuis si longtemps déjà, qui savent que le moment est venu, et que si nous ne faisons rien, nous n'aurons jamais les questions, les réponses, ou peut-être la réponse, mais la réponse définitive et silencieuse. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de parler comme nous le faisons, ce n'est pas facile de prononcer le discours que vient de poser devant vous, Willy. Ce n'est pas facile pour un homme tel que moi de poser le mien, et je le paye très cher. Staline a envoyé ses opposants en Sibérie, les Américains à Guantanamo. Mais nous avons aujourd'hui, France et Europe mêlées, réussi à trouver beaucoup mieux. Nous laissons mourir nos opposants sur place. Ils se dessèchent sans que personne ne dise un mot. J'ai eu 4 heures de parole lors de la dernière présidentielle à comparer avec les 230 heures de Mélenchon, de Madame la maire de Paris, de Madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France, et je pourrais tous les citer. 4 heures. Mais qu'est-ce qui me valait cet honneur? N'avais-je pas reçu moi aussi les 500 signatures? N'avais-je pas tout en règle? Eh bien, j'ai eu 4 heures. C'est la raison pour laquelle, oui, tout combat, tout début de résistance se paye, et se paye au prix fort. Mais quel bonheur, à la veille du 1er mai, de me trouver devant vous, ici, sur cette terre de Calvados, pour agrandir, reposer l'ensemble de la discussion sur le tapis, pour le mettre en place, en disant tout simplement qu'il faut d'abord répondre à ces questions et qu'il faut ensuite
amener le plus grand nombre à réfléchir, parce que nous n'avons jamais été aussi forts que lorsque nous nous sommes retrouvés. Et là, je vous sens bien. Je sens que vous allez nous aider à franchir ce pas a priori insurmontable, mais que nous avons déjà franchi aux 3/4. Mesdames et messieurs, chers amis, nous répondrons passionnément à vos questions ce soir, mais nous répondrons aussi à votre attente dans les jours et semaines qui viennent. Vive le Calvados! Vive l'Alliance rurale! Vive la France! Bien, mesdames et messieurs, je vous remercie. On va passer aux questions. J'ai des collègues qui vont être dans la salle avec les micros. Le temps qu'ils se préparent, une petite sonnerie. Merci. Vous avez dans la salle nos deux amis avec leur chasuble orange qui sont à votre disposition. Y a-t-il des questions à nos candidats? Vous êtes vachement sages, n'hésitez pas. Non, on ne fait pas comme hier soir, on ne voit pas tout de suite. Non, non, d'abord des questions. Il n'y a pas de questions. Si, on a déjà eu. La première est toujours la plus dure, merci. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je voudrais que dans vos discours, vous appuyiez intensément sur le fait que les citadins des grandes villes veulent diriger nos campagnes. J'entends par là ce qui a été initié dans 2 ou 3 communes où ils ont affiché le coq à l'entrée du village en disant « j'étais avant vous ». Tous ces citadins qui veulent que le fumier ne sente pas, que le coq ne chante pas, que les cloches ne résonnent pas. Essayez d'appuyer là-dessus, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chasseurs, qui ne sont pas pêcheurs, qui sont très sensibles à ce genre de choses. Oui, vous en doutez, c'est quand même un petit peu ce qu'on aime faire, hein. Bien sûr, et ce qu'on partage et ce qu'on défend. Bon, après, moi je dis toujours aussi, la ruralité, comme on l'entend, comme je l'ai toujours entendu, c'est pas juste quelque chose qui se passe en campagne, ou qui se passerait pas du tout en ville. En fin de compte, on a des gens en campagne et en ville qui comprennent parfaitement ce que vous décrivez, comme aussi une génération qui ne le comprend plus, et parfois même des gens qui sont déjà nés dans ces villages, bizarrement. Donc on est obligé de nuancer un petit peu. C'est vrai qu'on aurait plus facilement des problèmes de gens qui viennent des grandes métropoles, et là je vous rejoins, mais la ville, comme on l'entend, voilà, 10 000 personnes, est-ce que c'est une ville qui est incompatible avec le monde rural? Je ne pense pas. Une métropole, oui. Donc évidemment, je défends ces positionnements, bien sûr. Moi, ce que je veux, c'est comme Jean, c'est que les gens qui viennent quelque part, en fait, des fois, ce qu'on demande en matière d'immigration, c'est que vous devez, effectivement, non pas être assimilé dans quelque chose, mais la première chose à faire, c'est essayer de comprendre comment les gens vivent sur ces terroirs avant de vouloir imposer quoi que ce soit d'autre. Et je pense que ça, c'est très important. Peut-être qu'on a aussi des fois une part de responsabilité. Des fois, on entend souvent aussi, ben non, là, l'autre con, il vient de Paris, on s'en fout, il ne parle pas, mais non, peut-être que le con vient de Paris, c'est parce qu'il ne connaît pas. Et des fois, il faut aussi lui parler, il faut aussi lui faire voir un petit peu, bon, ben non, s'il est très con,
on ne va pas assister, hein, j'entends bien, mais peut-être que des fois aussi on peut faire un petit peu une nuance. Rassurez-vous, je me bats contre toute forme d'extrémisme, celui-là également, parce que c'en est un aujourd'hui, vous le savez. Donc j'entends ce que vous dites, évidemment. Faisons toujours le premier geste, parce qu'on a des valeurs humanistes bien plus que d'autres corporations, effectivement, en France. Le premier geste, on le fait, et si effectivement les grands oiseaux pleuvent, vous aurez raison, soyons un peu plus durs que ça, mais d'abord tentons toujours, parce que c'est nous, parce que c'est notre ADN, parce que c'est notre façon de vivre, voilà, on accepte, on vit avec les autres, donc ne nous refermons pas non plus sur nous-mêmes, tendons toujours la main, pas pour prendre une claque, pour la serrer, je suis d'accord, si ça va pas, mais faisons aussi des premiers gestes. C'est important. Vous savez, la chasse française a fait des remarques majeures. Elle a cru qu'elle allait résister à tout en se disant « pour vivre heureux, vivons cachés ». Ne refaisons pas la même erreur au niveau de nos campagnes. Voilà, il faut passer du temps, c'est vrai. Et chaque moment qu'on passerait comme ça, ce sera du bénéfice pour les générations qui suivent. Hein. Faire entrer les gens dans notre monde, leur faire comprendre pourquoi on a des réactions qui peuvent les surprendre, mais qui sont pleinement liées à des choses basiques pour nous. Voilà, par effectivement des points rituels, parce qu'on a effectivement aussi nos habitudes. Donc, soyons ouverts. C'est nous qui sommes les plus ouverts. Donc, continuons de l'être, et même si les temps sont durs, ne nous refermons pas sur nous-mêmes. Bonjour à tous et toutes. De Villers Sacha pour la médecine. Alors Willy, je voudrais te poser une question, qui me tient beaucoup à cœur. C'est la problématique de la chasse de février, notamment cette des oies. Parce que tu sais que chez nous c'est très compliqué. Hein, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, je sais que c'est quelque chose qui est... Voilà, mais en fait, oui, il va très certainement nous donner des réponses et je pense que on se dise tout, on est là pour tout se dire en fait, donc autant qu'on pose des questions maintenant, on peut très bien des raisons. Quoi. Voilà, oui. Non, mais merci Sacha, et tu as raison. Tu sais, les questions, quand on vient discuter ici, c'est surtout pour avoir celles sur lesquelles on peut débattre, et c'est ça qui est le plus important. Les oies, alors là on est vraiment dans le précaré de la chasse, hein, pour ceux qui ne sont pas chasseurs, c'est vraiment, je ne vais pas dire le plus grand échec, parce que maintenant on a aussi le cadre des migrateurs en général, mais ça a été mon premier grand échec. Moi, j'ai eu l'outrecuidance et la naïveté de penser que mes prédécesseurs s'étaient tous trompés. Alain m'avait prévenu, il m'avait dit « fais gaffe quand même, c'est juridique ». Le problème, c'est ça. Et ce qui entraîne aujourd'hui ce qu'on vit non plus, c'est un problème juridique. Parce que pour perdre au Conseil d'État, il faut d'abord qu'il y ait un arrêté du ministre. Ce n'est pas les arrêtés qui ont manqué, Sacha. C'est les décrets qui ont fait l'unanimité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des lois européennes, des directives européennes, et on est confronté dans tous les secteurs de la vie, tous les jours maintenant, dans notre vie de tous les jours sur ces sujets. On parle de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, et encore bien d'autres choses. Hein. Et bien les oies, vu le système actuel, on ne sait pas les chasser. Alors c'est un truc de fou. C'est comme ces chasses traditionnelles. Les oies, elles passent au-dessus de notre tête, pour ceux qui ne connaissent pas. Au mois de février, on ne peut plus chasser, parce qu'il y a une directive qui dit que dès que le premier oiseau prend le vol du retour vers son lieu de migration, on ne peut plus chasser. Mais par contre, ces oies en quantité arrivent en Europe centrale et sur une partie de l'Europe de l'Ouest. L'année dernière, ils s'en est tué 600 000 au printemps. 600 000, c'est énorme. Dans des méthodes proches des heures noires de l'Europe, on va dire, et de la guerre, puisqu'elles sont pour la plupart du temps gazées. Elles sont poussées effectivement dans des parcs. Ils essayent au moment où il y a une plume, le bout des plumes, le bout des rémiges ne fonctionne plus quand les oies font repousser effectivement leurs plumes, et elles sont gazées avec des cartouches qui sont craquées, ou alors elles sont poussées dans des petits camions, et c'est pas de la rigolade, ça rappelle des trucs terribles. Elles sont poussées dans des petits camions où on fait passer un gaz dedans pour les tuer. Elles vont à l'écarissage ensuite. Nous on demandait juste d'en tuer quelques centaines, et bêtement pour les manger, pour le plaisir d'aller à la chasse, on ne peut pas le faire. Et les textes nous empêchent de le faire. Parce que d'abord, il y a deux problèmes à ça. C'est la directive qui est extrêmement dure, et tant qu'elle n'avait pas été éprouvée par un Conseil d'État extrêmement devenu écolo aujourd'hui, et je pèse mes mots et je n'ai pas peur de le dire, c'est pas l'agriculture qui craint le contraire quand vous voyez que la loi d'orientation
l'exploitation agricole vient de se faire démonter au Conseil d'État sur sa partie environnementale, comme nous, tout ce qu'on dit, Sacha, au niveau de la chasse. Alors on n'arrive pas à comprendre. Comment on explique à un gars, je parlais du cas de la tenderie des grives. Vous savez combien il y a de personnes qui utilisent la tenderie des grives en France? 52. 52. Vous voyez pas ce que ça a fait à la télé, les chasses traditionnelles, pour ceux qui ne sont pas chasseurs? Dire qu'un mec il est barbare, et vous savez combien ils attrapent d'oiseaux par personne et par an? 5. 5. On s'est battu, on a dépensé des millions d'euros dans les écolos contre nous pour essayer de faire tomber cette chasse. 52 personnes. Hein, pour un peu moins de 300 oiseaux. C'est n'importe quoi. C'est à l'image des oies, c'est n'importe quoi. Donc la réponse maintenant, il y avait ce plan de gestion qui avait été totalement mis de côté depuis 4 ans. Il semblerait, c'est pas qu'il semblerait, il est enfin redémarré depuis 15 jours. Je n'osais même pas le dire, mais je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir, donc je te le dis. Il est redémarré depuis 15 jours. On m'annonce un arrêté fin de saison. On va voir à quoi ça va ressembler. Mais il y a une chose qui est sûre. Là, comme dans beaucoup d'autres choses, nous, on doit, avec Jean, effectivement, modifier et appuyer pour modifier certains textes au niveau de la Commission européenne, parce que ça n'est plus possible. On ne pourra pas survivre à cette pression dans la chasse, dans la pêche, dans l'agriculture, dans la corrida, dans l'équitation, dans l'art équestre, dans le VTT et même dans la marche aujourd'hui. Il y a trop de choses aujourd'hui qui nous attaquent dans ce qu'on fait dans ce monde rural, que ce soit économique, passionnel ou culturel. Il va falloir effectivement modifier des textes. Ce que nous essaierons de faire, si nous sommes élus à Bruxelles, c'est de dire mais comment, même s'ils sont 5 ou 6, comment ils vont faire? Et bien sur une raison, d'une façon toute simple, les amis. Nous, on veut faire un groupe de bon sens à l'Europe. Un groupe qui est pour thème la ruralité, qu'elle soit dans le fond, et des valeurs, à la campagne ou à la ville, des gens qui ont envie de préserver l'identité culturelle de leur pays à travers ce que nous vivons nous aussi en France. On a 7-8 listes en Europe qui sont en train de se préparer, juste comme la liste Alliance Rurale, et qui devraient effectivement voir le jour. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être faire un groupe de 35 députés, et enfin ramener le bon sens. Et peut-être que c'est que le début. Jean l'a dit, le plus dur, c'est les premiers. C'est les premiers qui prennent les coups, c'est les premiers qui se battent. Et si on retrouvait enfin du bon sens dans cette Europe? Moi, je ne suis pas anti-européen, je suis un pro-européen. L'Europe a ramené la paix et la liberté. Mais si elle continue à déraper comme elle dérape, je lui prédis un avenir bien sombre, parce que les gens la feront éclater, Sacha. Ça va mal finir tout ça. Ça va mal finir. Déjà, on se rappelle que les Français avaient voté une fois pour sortir à 54%. Si ça continue comme ça, on devrait faire un vote dans quelques années, ce sera 84%. Et ça finira comme ça. Et malheureusement, on se retrouverait séparés des autres. Je pense que ce serait dangereux pour notre avenir. Donc trouvons des solutions. L'Europe devrait nous dire merci d'ailleurs. Il y a encore des gens qui ont le courage de monter une liste, juste pour aller essayer de changer les choses, de réécrire une partie de l'histoire avant que tout explose. Donc ce que nous ferons pour les voix, comme pour le reste. Bonsoir, une question aujourd'hui, encore de nombreux amis chasseurs qui sont indécis de voter l'Alliance Rurale, car ils pensent que vous voulez pour Macron. Qu'en pensez-vous? Si je voulais pour Macron, je me serais présenté sur Alex Macron, c'était quand même assez facile. Imaginez bien qu'il n'y a pas une élection où je ne suis pas sollicité par quasiment tous les partis politiques. Je suis président d'1 million de personnes actives. J'en ai 4 millions qui ont un permis de chasser dans la poche, plus cette volonté de défendre le monde rural depuis des années. Je me suis pas limité au simple combat de la chasse. Bon. Alors, c'est toujours marrant qu'on mette ça en avant. Vous êtes un pro Macron. Bon, j'ai choisi d'ailleurs plutôt un anti pour faire un peu avec moi, mais je vais parler de ma partie. Vous êtes un pro Macron. On retient que ça. Moi, je devrais être décoré pour ce que j'ai fait. Je suis seul mec du monde associatif qui dit je mets mes idées politiques de côté et je fais des choix uniquement pour les gens que je défends. Il n'y a plus personne qui fait ça. Donc qu'est-ce que je fais? Aux élections présidentielles, j'ai dit au premier tour, je vais voter Macron. Je n'ai pas dit de le faire. J'ai dit je vote Macron parce que je suis très respectueux des gens qui sont effectivement chasseurs. Ils n'ont pas besoin de Michelin pour savoir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire. J'ai dit je vote Macron parce que j'ai fait un livre. C'est clair.
c'est le président de la République, c'est l'exécutif. Moi, je dois essayer de trouver ce qu'il faut comme le meilleur accord possible pour mes fédérations de chasseurs, donc pour mes chasseurs. Alors, on me le reproche, mais pourquoi on ne me reproche pas d'avoir fait 2 campagnes avec Xavier Bertrand aux élections régionales? J'ai fait 29 meetings avec lui. Plus personne ne parle. Je me suis affiché. Il y avait ma tête sur le tract de la campagne régionale de France. Aucun problème, ça ne choque pas. Aux dernières législatives, j'ai soutenu 17 députés, dont 4 ont mis ma tête et mon nom sur leur tract. Donc un socialiste, un communiste peut le faire. Ça choque personne. C'était normal parce que tout ça, soit il y avait un deal, soit c'était des gens qui se battaient pour la chasse. Moi, j'ai jamais fait la part des choses. J'ai mes convictions politiques personnelles. Je m'en suis jamais caché. J'ai toujours dit que j'étais plutôt, effectivement, quelqu'un d'une droite, progressiste, effectivement, plutôt social. Voilà, c'est un fibre qui est important pour moi. Voilà, j'ai la valeur de l'argent du travail, mais aussi je sais ce que c'est la misère. Et quand il y a des gens qui en ont autour de moi, ça me pose problème. Pour faire un petit schéma court, si je devais me définir. Donc voilà ce que je suis. Ces choix que j'ai faits, je les ai faits pour le monde de la chasse, plutôt réussi d'ailleurs, on nous a dit, hein, jamais l'oublier. Bon, alors après, si ça fait plaisir à des gens de dire que je suis un macroniste déguisé, soit, parce que là je suis aussi un bertrandiste déguisé, et puis X nombre de députés avec lesquels je me suis déguisé depuis toutes ces années. Non, j'ai essayé de faire le bien choix pour le monde de la chasse, je le revendique, je l'assume, j'en suis même fier. Parce que là où beaucoup m'ont perdu en Europe, même si tout n'est pas parfait comme le dit Sacha, regardez la chasse française depuis 10 ans et regardez les autres depuis 10 ans. Il y a la moitié des pays, on ne peut même plus aller à la chasse quand on n'a pas 18 ans. Vous avez vu? C'est la tendance, l'Europe veut le faire d'ailleurs. C'est la tendance. Et vous ne pouvez même plus emmener vos enfants. C'est la pire des choses. C'est la transmission. Vous savez, on parle d'insécurité, on parle d'immigration. Tout ça, je l'entends. On a des positions claires sur ces sujets dans notre programme, pas de problème. Il y a des lois déjà qui sont respectées, donc on en a déjà beaucoup. Mais la transmission, on est là sur quoi sur la Terre? Pour transmettre son sang, et puis transmettre ses valeurs, transmettre son identité culturelle, transmettre ce qu'on a appris durant sa vie, et qu'on a envie de voir vivre dans sa descendance. Et quand vous avez aujourd'hui un grand-père qui me dit, toi mon petit-fils, il n'ira jamais à la chasse. Ma petite fille, elle n'ira jamais à la pêche. Ma petite fille, elle n'ira jamais à la corrida. Mon petit-fils ne montera jamais sur le dos d'un cheval. C'est terrible. C'est plus violent que tout le reste. Ne pas pouvoir transmettre ce que nous sommes. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je devais faire pour que vous puissiez encore transmettre des choses à vos enfants et vos petits-enfants. Et je continue. Je continue. Et cette fois-ci, c'est plus le président national des chasseurs. C'est Willy Schrein qui va avec ses convictions. J'aurais pu choisir un tout autre chemin. On m'a tout proposé pour cette élection européenne. J'ai dit non. Je veux y aller seul parce que cette fois-ci, je rentre en politique avec les gens. Je veux y aller seul, je suis un homme libre. Je veux pouvoir encore dire à un con dans les yeux que c'est un con parce que ça lui fait du bien et ça va l'aider pour la suite. Et je ne me plierai jamais à aucune doctrine politique d'un parti. Je ne supporte pas ça. D'ailleurs, avec Jean, on fait un tandem particulier. On a mis sur la table notre socle pour la ruralité, une vision commune, et nous sommes des hommes libres tous les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir un avis qui peut être divergent sur un point, il n'y a pas de honte à ça, plutôt qu'un troupeau de moutons qui suivrait effectivement la doctrine du parti. Il n'en est pas question, nous sommes des hommes libres, nous le resterons. Ce qui nous permettra d'en faire plus que tout le monde quand nous serons là-bas. Pas de compromis, pas de compromission. télévisé peu de prévu. Oui. Ah, il y en a prévu. Je ne sais pas si vous l'invitez, mais il est prévu, c'est sûr. Il y en a déjà qui sont passés. Il faudrait vous adresser tous les absents communistes de tout poil en leur disant votez pour Ayan sur le programme, c'est pas dangereux. Les autres, entre guillemets. Appuyer là-dessus, il y a une foutitude de gens, même dans nos campagnes, qui de toute façon on ne vote pas. Les jeunes, même les très jeunes, et moins jeunes. Essayez d'appuyer là-dessus en disant, ben voilà, oui, Alliance Rurale, qu'est-ce que vous risquez? Ils sont tous sympas,
c'est pas dangereux. Voter Mélenchon, c'est dangereux les prisons. Moi, je pense. Ah, vous avez raison, effectivement, peut-être que j'en réponds. Alors, vous avez raison, je pense que l'heure est plus grave que ça. Ne pas voter pour des gens comme nous, ce serait, je pense que c'est une des dernières fois qu'on peut encore sauver quelque chose. Mais vraiment, c'est une des dernières fois qu'on pourra sauver quelque chose. Je vois que ça dérange. On n'a pas le droit d'aller à la télé, on nous invite à rien. Non, une petite fille, c'est quand même Jean Lassalle, je suis désolé. C'est quand même quelqu'un qui a fait 1 200 000 voix à la présidentielle, on n'arrive pas de prendre trop pour des 26 semaines, on a compris quand même la manœuvre. Hein. Bon, je vois bien que ça gêne. Puis vous imaginez, qui ne sont pas politiques, qui réussissent de gratter un peu du gâteau qui est posé sur la table, qui est tellement convoité, qui est chantage des vies. Moi, je ne suis pas politique, mon métier, c'est pas politique, mon métier, c'est pas président national des chasseurs, mon métier, c'est fleuriste, vous le savez. Et tous les gens qui sont sur la liste ont un métier. Et puis non, si les gens qui ont un vrai métier commencer effectivement à se présenter en politique parce qu'ils sont plus d'accord. Ça, c'est vachement dangereux. Je peux vous dire que ça pose un sacré problème. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de budget. C'est vrai, on a des fois du mal effectivement à se réunir parce qu'ils ont tous une occupation. Ils ont tous un métier. Et même pour la suite, c'est pas facile. On en a tous discuté. Il faut bousculer beaucoup de choses dans leur vie. C'est pour ça aussi que dans le programme qu'on a fait, on n'a pas trop de problèmes. Moi, quand je me promène aujourd'hui dans les exploitations agricoles, je discute, mais je discute presque, honnêtement, d'égal à égal. Ce dossier, je connais sous les doigts, je suis né dedans. Si on me demande de parler de chasse, je suis né dedans. La pêche, je suis né dedans. Je suis né dans ce monde-là. Donc c'est facile, je ne suis pas politique. C'est comme si, effectivement, que c'est presque l'agriculteur en face de moi qui devient plus politique que moi, parce qu'on en discute et c'est marrant. Donc effectivement, les abstentionnistes, ne pas aller voter aujourd'hui, bah, le pire, vous avez raison, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui? C'est quoi le monde rural? C'est la résignation. De dire, de toute façon, c'est foutu. Combien de fois j'entends, de toute façon, c'est foutu. C'est terrible de dire ça. La France, les Français, les Gaulois réfractaires, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? C'est foutu. Mais il n'y a jamais rien de foutu. Bien au contraire. Il y a sûrement beaucoup de gens qui aimeraient vous laisser penser que ce soit foutu pour pas que vous y alliez. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est pas foutu. C'est jamais foutu. Et tant que je vivrai, ce ne sera pas foutu. On ira, on fonce, on défendra, et pour tous ceux qui doutent, allez-y. C'est peut-être une des dernières fois qu'on pourra effectivement renverser la table. Après, d'année en année, ça va devenir de plus en plus compliqué. Bonsoir, Tony Régnier, comme président des chasseurs du Haut-de-Nord. Willy, je voudrais m'adresser à toi, j'ai une question à te poser. Il y a quelques années, tu avais lancé un premier rendez-vous pour réunir les plus gros, on va dire. C'était une manifestation au mois de septembre, manifestation de la chasse à Caen, ça a réuni plus de 5000 personnes. Et derrière, on est monté à Paris et on n'en a jamais entendu parler. Tout annulé, pourquoi? Je viens en fait qu'on y répondre dans la première question de Sacha. La plupart de nos problèmes ne sont plus politiques en France. Tu le vois bien, puisqu'on est confronté aux textes européens. D'ailleurs, les politiques nous le disent toujours, non, c'est pas de notre faute, sauf que c'est eux qui les votent, les lois. Les mecs du RN, je vois, ils racontent tout ce qu'ils veulent, c'est quand même eux qui ont gagné la dernière élection européenne. Faut pas déconner, faut quand même pas se prendre pour des cons. Ils ont gagné la dernière et celle d'avant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? D'ailleurs, c'est pas nous les gars, c'est l'Europe. Non, mais on a compris que c'était l'Europe. Parce qu'on perd pas sur un choix politique. Moi, je veux bien me battre avec mon ministre. À chaque fois que je demande un arrêté, il le signe. Je peux rien lui reprocher. Je veux les oies, tiens, je signe. Je veux les chats traditionnels, tiens, je signe. Je veux ci, je veux là, je signe. Puis après, je vais dans le Conseil d'État. Alors, attention. Il a signé, le ministre, d'accord, mais moi, je vous dis, le texte de la directive Habitat, le texte de la directive Oiseaux, et gna gna gna, en droit français, c'est supranational, c'est au-dessus de nous, donc on doit l'appliquer. Donc le ministre peut signer ce qu'il veut, mais nous on casse. C'est ça le problème. Donc moi j'essaie d'être juste. Tout casser dans une manif, je l'entends, mais comment je peux reprocher des choses à des gens qui ont signé un arrêté? Tu comprends ce que je veux dire? À la rigueur, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à Bruxelles qu'il faut aller, puisque c'est là-bas que ça se passe. En fin de compte, toutes les manifs qu'on peut faire aujourd'hui contre une décision injuste à mes yeux,
mais totalement juridique à travers ce qui se passe sur les textes européens. La meilleure façon, la meilleure manif à faire, c'est d'aller mettre un bulletin de vote Alliance Rurale dans une urne, si on est chasseur, si on est ruraux. C'est ce qu'il faut faire, on le voit bien, parce qu'il faut changer de texte. Les ministres, il l'a dit là, le ministre, il va leur signer un arrêté pour les eaux apparemment. Honnêtement, on en parle, on est en train de regarder. Il m'a dit, je pense que ça ne va pas passer. Et j'ai bien compris que ça ne va pas passer. J'ai bien compris. Si tu veux, on a le Conseil d'État tant que... Et c'est pas que pour nous. Regardez ce que le Conseil d'État casse actuellement. Il n'y a pas que les arrêtés de la chasse. Vous avez vu des fois ce qui est cassé par le Conseil d'État et qui est signé par arrêté par les ministres de tutelle dans n'importe quel domaine. Il y a quand même un problème. Ça, c'est l'équilibre de la garantie du droit européen. C'est d'ailleurs un de nos grands sujets de campagne, hein, et qui est dans notre programme. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver une législation nationale qui soit plus supranationale à travers ce que nous donne l'Europe. En clair, comment voulez-vous? On n'arrive déjà pas à se mettre d'accord en France sur une loi qui va du sud au nord en passant par l'est et l'ouest. Je pense à la loi NOTRe, je pense à la loi sur l'eau. C'est déjà extrêmement compliqué. Comment expliquer qu'en Pyrénées-Atlantique, il n'est rien tombé depuis 2 ans pratiquement, et que, je l'ai dit tout à l'heure, dans le Pas-de-Calais, on est là des cartes dans le salon. Et c'est la même loi. C'est ridicule. Et ben, en Europe, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous pond des lois unanimes, théoriquement, mais normalement unanimes, qui doivent reprendre les Espagnols, les Grecs, les Suédois et les Français. Ça va pas. Ça va pas. C'est pas les mêmes terroirs, c'est pas les mêmes territoires, c'est pas les mêmes problématiques environnementales, c'est pas les mêmes chasses, c'est pas les mêmes pêches, c'est pas les mêmes agricultures. On le voit bien. Et puis après, il y a une espèce de, je dirais, qui m'énerve au plus haut point. Même les choses d'obscènes, je dirais, c'est oui, mais là on est moche. Alors là, lui, il a le droit à une dérogation, l'autre, il n'en a pas. Et on rentre dans ces spirales des articles de dérogation, comme on la connaît, nous, dans la dérogation aux oiseaux. Oui, mais là, vous ne pouvez pas acheter les oies parce qu'elles ne font pas de dégâts chez vous, elles en font dans le pays d'à côté, enfin, toutes les conneries de la terre imaginable, pas le bol. Honnêtement, si j'avais une décision politique contre nous, je suis le premier à y aller. Mais là, je suis emmerdé. C'est pas un problème de ministre, c'est un problème de texte et de conseil d'État, c'est un problème de directive. Donc changeons la directive et après ça ira beaucoup mieux. Oui, une question pour Jean, on l'entend pas. Jean, qu'est-ce que tu penses du mouvement BBB en Hollande? C'est un mouvement parce que la Hollande veut retirer 1/3 des terrains agricoles et les faire retourner à l'écologie. Alors, est-ce que je peux voir, je vais régler le problème de micro avec Willy? Quel est le... Ah, tu ne le voyais pas? Non, voilà. Merci. Ben, écoutez, cher monsieur, la même chose que vous. Ils ont fait. C'était impossible. Surtout en Hollande. Vraiment, c'est un pays qui ne devait pas poser de problème, c'était lui. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter parce que nous avons eu des contacts avec eux et ils ont réussi. Et vous croyez que ça ne donne pas des idées à notre pays? Oui, ça donne beaucoup d'idées dans le contexte que j'ai défini tout à l'heure à André. Parce que c'est très bien, c'est ça qu'il y a, ce qu'on appelle la résistance. À partir d'un certain moment, des hommes, des femmes qui ont un caractère bien trempé par des siècles d'histoire ne supportent plus. Ils se relèvent. Ils disent à leurs soi-disant élites qui ne le sont plus depuis longtemps. Parce que nous avons des élites qui ne le sont plus depuis longtemps. Je suis désolé, je les ai côtoyés. Je suis peut-être apparu moi-même comme une élite. Mais à partir d'un certain moment, non, ça ne fonctionne plus. Et ce qui me réjouit, cher ami, c'est que tout cela se passe bien. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de sanctuaire, mais il y a un très profond soutien de l'opinion du Pays-Bas et de la Hollande. Et je veux peut-être profiter de votre question pour dire à nos amis courageux qui nous ont interrogés à l'instant sur le fait de savoir comment les faire, se passer peu devant
des télés, monsieur sur la relation du citoyen, oui, jeune, président des chasseurs de France, à propos de Macron. Mais moi, je lui ai dit dès le premier soir, mais si tu réussis aussi bien, si nous réussissons aussi bien avec ça, que tu réussis avec l'accord que tu as passé, eh bien, il y a de beaux jours devant nous. Pourtant, est-ce que quelqu'un peut imaginer un seul instant ici qu'à un seul moment, j'ai fait preuve de faiblesse à l'égard de ce président de la République? J'ai même contribué lourdement à la lance au départ, parce que figurez-vous que lorsque j'ai fini le Tour de France, François Hollande m'a reçu à l'Élysée. C'est la deuxième fois d'ailleurs, il m'a reçu la première fois à mi-voyage. Il y a des 6000 km faits. Je suis passé 3 heures. Et il y avait un jeune homme hyperactif. Je dis, mais qu'est-ce que tu es débrouillard? Donc il voulait tout savoir sur ce que j'avais fait, tout l'intéressait. Il voulait mes parents, il voulait mes contacts, il avait 1,5 million, c'était pas rien. Surtout que je n'avais pas traversé que des villages. La nuit, entre 1h et 5h du matin, je traversais des banlieues. Et je l'assure que rentrer à Vaux-en-Velin à 1h du matin, vous n'avez pas grand monde qui vient vous tenir compagnie. J'avais même un journaliste copain de l'Express qui est venu un seul soir. Puis j'ai entendu 2 jours après une dame qui m'appelle et qui me dit « Monsieur, je ne veux plus que mon mari vous accompagne. » Mais qu'est-ce que j'ai fait, madame? De quoi s'agit-il? Eh bien, je suis l'épouse de ce journaliste. Depuis qu'il vous a suivi, il fait des sauts de 30 cm dans la nuit, il fait des cauchemars et il va finir par m'aplatir par terre. Excusez-moi, c'est vrai que c'était un chose de cœur. Et s'il y a quelqu'un qui sait les souffrances du monde, des paysans et de nos territoires, je sais aussi pouvoir parler à un moment des territoires qui sont à l'intérieur de ce qu'on appela jadis les banlieues, et que l'on appelle aujourd'hui, je ne sais plus trop comment, parce qu'il n'y a pas de terre. J'y ai passé des nuits blanches. Eh bien, ce jeune homme s'est intéressé à tout. Je lui ai dit, mais comment ça se fait pas? Tu es un stagiaire de l'État. Il m'a dit, non, je suis secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ah, moi j'avais entendu parler du secrétaire général. C'est le monsieur qui sort du micro. Le soir, il faut annoncer la nouvelle composition du gouvernement. Je vais être sur ça. Sur la 5e, c'est toujours passé comme ça. Je dis, mais le secrétaire général adjoint, oui, c'est le président qui a créé ce poste pour moi. Ah, très bien, un an après, vous savez, il y avait M. Montebourg, avec notre copain, ministre, Montebourg, ministre du redressement progressif. Ils font la fête. Ils disent, piquez pas, monsieur le président Hollande, qu'il est viré instantanément. Qui je vois arriver comme ministre de l'économie, mon stagiaire était là. Oui, il arrive. Et moi, comme je suis comme vous dites, quand il s'agit de dire ses contrariétés à quelqu'un, il faut le faire. Mais vous n'êtes pas obligé d'être une guerre des jours. Et c'est ça qui fait la richesse de notre coopération. D'ailleurs, il y en a un qui a dit, de tandem, j'aime la salle du railway, parce qu'il y en a un qui fait les montées et l'autre la descente. Je trouve que c'est pas mal. C'est la complémentarité. Et j'ai même vu ce couple venir me voir au Salon du Livre, à Paris, et tout le monde n'allait pas invité au Salon du Livre. C'est parce que j'en ai écrit, il me disait, vous pouvez le dire, ils sont très fous. Mais je vais écrire à la rencontre des Français. Et je vois le couple présidentiel, ministériel, des ministres des Finances. Je m'affrontais avec lui à propos de tout. Il voulait supprimer le notaire, il avait installé l'ubérisation, il avait fichu tous les taxis de France, et surtout les Parisiens, sans dessus-dessous. Ça sort d'ailleurs pas mal de l'époque. Et je l'ai trouvé un peu partout, mais il vient me voir au Salon du Livre, accompagné de sa jeune femme. Et moi, vous savez, je suis un tactile. Qu'est-ce que je fais? Je te les embrasse tous les deux. Et on me ressort la photo ces jours-ci en disant il a été reçu à l'Élysée pour passer un pacte avec Chef pour empêcher, pour faire en sorte qu'ils enlèvent les voix au Rassemblement national.
Alors je me suis mis à bêcher le jardin en me disant, les Macron arrivent la semaine prochaine, il faut que je me dépêche vite. S'il y en a un qui voit un seul instant que le fait que je ne sois plus apparu à la télé, alors que jusque-là j'avais quand même une vie politique pendant si longtemps. J'ai eu des sondages d'opinion où j'ai tutoyé tous les hommes. Mais enfin, je faisais des scores qui n'étaient pas loin sur les sondages d'opinion, avec des trucs qui avaient quand même un peu la verdure, les Chirac, les Sarkozy, les Hollande. Mais à partir de ce moment-là, il m'a proposé de faire un tandem. D'ailleurs, enregistré, je suis sûr pourquoi le téléphone il me fasse quelque chose, il a pas fait ça. Les nombreux échanges que nous avons eus avec lui. Et il voulait que je rencontre son équipe. Et j'ai dit, je peux plus. Moi, je suis déjà candidat, moi, présidentiel. Et alors, qu'est-ce que j'entends un jour? Il lance un parti. En marche. Moi, je m'étais tapé les 6 000 votes pendant 9 mois. Et lui lançait En marche. La République en marche. Et en fait, le marcheur qui a le plus marché avait fait 172 mètres de son propre aveu. Parce que c'était celui qui était garé le plus loin du lieu où se tenait la réunion. Il était même breton, il est même devenu ministre d'abord, et puis ensuite le président de l'Assemblée nationale. Mais je ne pensais pas être regardé aussi loin. Donc vous voyez que, franchement, pour essayer de vous convaincre, si vous trouvez une seule phrase d'accord, j'avais dit, Emmanuel, c'est pas toi qui seras fâché contre moi. C'est pas moi qui serai fâché contre toi. C'est toi qui vas faire. Parce que tu vas prendre en main que j'accepte. Alors qu'un ami que j'ai connu il y a longtemps déjà, M. Bayrou, te rejoindre, tu ne vas pas aimer. Mais moi, je viens de Lourdes-Fichères. J'ai passé toute une vie à me battre. J'ai failli mourir pour garder l'unité au pays. Sarkozy m'a fait un coton qui a duré 4 ans, parce que je lui ai chanté sur la figure. L'hymne provincial de mon pays. J'ai fait ce tour de France, j'ai mis un gilet jaune, en pleine bataille des gilets jaunes. Vous voyez que ça a été apprécié de tous. Eh bien, si j'ai disparu à partir de ce moment-là, il y a quand même une explication rationnelle. Et je lui ai dit, non, moi je viens de Lourdes-Fichères, toi tu viens pour appeler les Château-Vallon de chez Rothschild. Et effectivement, nous ne pourrons pas nous entendre. Mais est-ce que ça empêchait quelque part le président des chasseurs? Et je le rappelle, et là ça me permet de rebondir pour montrer que j'ai quand même l'esprit de l'escalier, à nos amis qui posent d'excellentes questions. Pour dire que, oui, si mes souvenirs sont bons, a été élu pratiquement 1 million de chasseurs. J'ai oublié le score à 98%. Hein? Bon, admettons qu'en 2 ans, il en ait perdu 54%. C'est quand même énorme. Bon, ça peut arriver. Je n'ai pas l'impression, en vous voyant ce soir, tu sais ce qui est en train de se produire. Enfin, ça peut arriver. Moi, il y a 2 ans, avec 4 heures de télé, j'ai fait 1 200 000. J'ai pulvérisé le Parti communiste et le Parti socialiste. Et j'étais à quelques encablures du Parti républicain. Même si j'ai perdu 52%, moi aussi. Il me reste quand même 600 000. Or, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 900 000 pour cher. Charles-Henri, allez, 950, si tu veux. Pour avoir 7 députés. Mais faites le calcul. Mais 600 000 qui me restent, si modestement, les 500 000 qui peut-être te restent, mais si tu en veux encore un peu plus, on t'en laisse. Mais ça fait la place. Mais allez-y. Et dites-le à tous les amis, dites-le de proche à proche, que ça résonne comme le tambour jusqu'au fin fond des Afriques. Et dites que nous avons l'occasion historique, ce qui est tellement fou que là, l'union des etc., de faire en sorte que les mouches changent d'âme pour monter au pays. Parce que si nous faisons ce pas, je te remercie. Merci. Toujours aimé ce petit coup. Et alors, imaginez un seul instant que la puissance que déploie
fois quelques-uns que certains appellent encore des écologistes. Des écologistes. Oui, j'ai connu de vrais militants. J'en ai connu des sincères, parce qu'il y en a partout. Mais j'ai connu aussi l'international du crime. Je pèse mes propos, je vais aller devant le tribunal, devant tous les tribunaux. Si quelqu'un mérite. L'international du crime, le WWF, fondé par deux hommes d'origine hollandaise aussi. Ils n'auraient pas voté, justement, comme viennent de voter les paysans hollandais, je pense. L'un avait pris sympathiquement la tête de l'apartheid en Hollande, l'autre la marque du Nil, de cigare, puis de Marlboro, pour y mettre l'adjuvant qui faisait que la nicotine et le goudron étaient renforcés par une autre molécule qui t'empêchait de disparaître de la cigarette. Eh bien, ces gentils personnages ont créé l'international du mensonge et du crime parce que leur but, c'est de vous enlever de vos territoires à tous, de ces territoires que vous chérissez, pour vous entasser et pour remplacer la sensibilité humaine par de la sensiblerie. Il l'a dit à propos des sources et de l'eau. Vous ne croyez pas qu'il y a des millions d'hectares qui sont absolument naturels dans le monde et qui accueilleraient volontiers ces malheureux ours, loups et lynx, que personne n'en empêcherait, qui pourraient attraper tout ce qu'ils voudraient, sans venir les mettre chez Madame Lévon, dans les Alpes maritimes de haute altitude, là où lorsque les flots tombent, tous les arbres fleurissent. Vous ne pensez pas que c'est déjà des gens? Donc je vais jusqu'au bout. Imaginez que ce pas fait, parce que nous ne l'avons pas fait. Nous lancions précisément ce grand mouvement qui fasse qu'au lieu de trembler devant ces perpétuels ravageois, ce soit nous qui prenions l'initiative avec le retour du bon sens, avec votre capacité à toutes et à tous. Aucun d'entre eux n'est aussi enraciné chez nous que vous l'êtes. Eh bien, croyez-moi, comme on dit au pays, les mouches changeraient d'âme rapidement, et les télés aussi, et les journalistes aussi, et beaucoup de politiques. Alors, faites un peu. Mes amis, est-ce que vous avez encore peut-être une question ou deux? On a le temps. En attendant, oui, je te promets, non, il est un peu stressé, mais il a raison. Je dois vous dire effectivement que, comme l'a dit Jean, pour tous les gens qui pensent qu'on a une chance d'y arriver, je vous le redis, pour faire 5%, c'est 900 000 voix. C'est moins que le nombre de chasseurs actifs, il ne faut pas déconner. Et c'est que 80% de ce qu'a fait Jean la présidentielle. Donc, je finis, qu'on ne va de toute façon rien faire. Que le vote est utile. Franchement, je ne suis pas plus d'accord. Jean comme moi, nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il dit. On va y aller. Ça, c'est la première chose. La deuxième est importante aussi. Nous n'avons que très peu de moyens, vous le savez. Voilà, on y revient un peu ce qu'on a fait nous-mêmes, mais on ne parle plus, on va sur l'or. Donc, on a essayé de faire les choses correctement, en fonction de ce qu'on pouvait donner. Mais évidemment, une campagne, c'est pas toujours évident. On a ouvert les dons en ligne sur l'Alliance rurale. On n'est pas dans la psychose du chiffre, mais quand même, si vous voulez donner un petit quelque chose, c'est déductible à 66%. C'est 1 euro, c'est 2, c'est 5, c'est 10, ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faites-le. Ce combat, on le fait pour vous et d'abord pour vous. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas, sur le site d'Alliance rurale, faites un petit don, parce que des fois, on a à peine de quoi payer les choses, et c'est compliqué d'ailleurs. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Je vous donne quand même un chiffre. Vous allez mieux comprendre. Les dépassements, c'est rien, on se débrouille. Dormir à droite à gauche chez des amis, c'est ce qu'on fait, on n'a pas de problème. Mais il faut acheter du papier, il faut acheter des bulletins de vote, on est obligé, il faut les distribuer. Vous savez ce que coûte une campagne européenne? Je ne parle que de bulletins de vote parce que le reste, ce sera rien. Ça coûte 1 500 000 €. Ça limite les participations des uns et des autres. 1 500 000 €. Bien sûr, vous faites 3%, vous êtes remboursé. Mais en attendant, il faut quand même financer l'imprimeur. Le mec, il dit, bon, écoutez, oui, d'accord, 1 500 000 €,
euros, bon, on verra. Donc il faut quand même donner un petit peu d'argent. Je suis désolé de demander ça, ça me fait tout drôle de demander ça, c'est pas du tout mon habitude, mais je sais qu'on en a besoin, donc si vous voulez faire un petit peu en ligne, s'il vous plaît, faites-le, ça va être important pour la suite. Est-ce que vous avez encore une question? Bien. Eh bien Jean, je vais te laisser d'aller au pupitre pour nous faire une petite conclusion. Non, j'ai encore quelque chose. Oui, bon bah écoute, il aurait eu le temps, parce que là je vais rechier, parce que là j'arrive pas. Bon, c'est tout, abonnement aux réseaux sociaux. Hein, donc ça veut dire quoi exactement? S'abonner à l'Alliance Rurale? Bah vas-y, non mais vas-y. L'Alliance Rurale est présente sur plusieurs réseaux sociaux. Alors il y a les décrochages départementaux ou régionaux comme l'Alliance Rurale Calvados ou l'Eure et tout ça, mais abonnez-vous à tous, commençant par la page générale et après ceux départementaux, c'est important pour la visibilité et ça fonctionne comme ça. Plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus nous serons proposés à d'autres pour vous abonner. Comme Jean et Willy vous l'ont expliqué, les médias, les grands médias nationaux n'ont pas forcément envie de nous faire une grande pub